Hey, bonjour. Collègue Bachmann. Mais bonjour. Bonjour, ça va? Entrez seulement. La plus africaine de tous les journalistes belges. Allez, merci de me recevoir chez toi. Mais avec plaisir, bienvenue. La célèbre collègue Bachmann qui me reçoit chez elle. Merci beaucoup en tout cas. Merci de nous recevoir ici. Ça, c'est un vrai musée africain, collègue. Ouais, pas tout à fait, ce sont plutôt des souvenirs que j'ai ramenés au fil des voyages. Du Congo ou de l'Afrique particulièrement? Beaucoup du Congo. Non, mais beaucoup du Congo et d'Afrique aussi, d'un peu partout, mais... Ça, par exemple, j'ai l'impression de voir un masque de Chokwe ou de Kwilu, pareil. Ah ben oui, mais ça, c'est du Congo. Oui, ça, j'avais trouvé à Kinshasa, c'est beau, hein. C'est très beau, hein. Oui. Et ça? C'est aussi Kinshasa, ça? Je ne sais plus. Mais là, je suis en train de voir un masque, là, j'ai comme l'impression que c'était un... Là, ce sont des objets qui viennent du Kivu. Ah, Tout ok. ça vient du Kivu. Voilà, ça, c'est des objets qu'on fabrique au Kivu. Les masques que je vois là, Oui. Goma, Bukavu, Ce sont les jumeaux. Là-bas, on les appelle Mampasa. vous rentrez toujours avec une œuvre d'art. Non. C'est grand. Je me promène au Congo, je vois des gens, et alors je dis tiens, ça c'est joli, c'est bien, alors je résiste pas. Ils sont contents de me le vendre et moi je suis contente de ramener. Voilà, et ça c'est spécial. Alors, vous disiez que cette œuvre, elle est assez particulière. Ça, elle renferme une belle histoire pour vous, quoi. Mais oui, c'est-à-dire que c'est une histoire qui m'a touchée. Vous parlez de celle-ci. Ceci, oui. Ok. Donc on était deuxième guerre du Congo. C'était quoi le début des années 2000, 2005, quelque chose comme ça. Et donc je voyageais beaucoup dans la région. J'arrive à Bukavu où j'ai des amis et tout. Et alors je parle avec les gens chez qui je suis, avec les voisins. Et puis il y a une dame qui me dit moi je viens de l'intérieur du pays, entre Bukavu et Kisangani, dans la forêt. Elle dit et de la forêt dans un village. Moi j'ai ramené quelque chose. Je trouve que c'est une œuvre d'art et j'ai caché ça chez moi. Voilà. Et elle me montre. C'était cette œuvre-ci. Elle me montre ça. Je dis, mais madame, c'est extraordinaire. Ça vient d'où? Elle me donne le nom du village, je peux le retrouver. Elle dit, les gens n'osent pas parler. Les gens sont occupés, il y a la guerre et tout, ils n'osent pas parler. Donc les gens ont peur de parler. Les gens ont peur de parler et tout. Mais il y a l'artiste du village qui a exprimé ce que les gens vivent, souffrent et pensent. Et elle me montre ça. Ça, c'est une femme, si vous regardez, crucifiée, qui a été violée. Elle dit ça c'est la souffrance des femmes. C'est vraiment une femme qui est comme le Christ qui est crucifié, mais c'est une femme violée, écartelée et tout ça. Je dis, mais ça, donc c'est une manière pour cet artiste-là, à qui on a arraché la parole, d'exprimer la souffrance que les femmes vivent là-bas. Exprimer la souffrance. Et cette dame, c'était une Congolaise, elle dit, moi j'ai ramené ça à Bukavu. Je dis, mais je suis vraiment très, très touchée. Je suppose que, qu'est-ce que vous allez en faire? Alors elle me dit, comme ça, elle me dit, oui, il y a des Américains qui viennent de temps en temps à Bukavu et qui veulent emporter ça aux États-Unis. Mais moi, je ne veux pas. Elle dit, moi, je ne veux pas que ça parte chez les Américains, ils comprennent rien. Enfin, elle refuse. Bon, et je dis, bon, et moi, je dis, si moi, je le ramenais en Belgique, moi, ça me touche beaucoup parce que ce sont des gens que je connais. Cette souffrance, je la connais, c'est un témoignage et tout. Et elle me dit, bon, à vous, je veux bien la céder, on va un peu discuter et tout. Et alors, j'ai emballé ça très très bien et tout. Je suis partie par le Burundi, donc j'ai embarqué. Je reviens. Donc c'est une œuvre qui vous parle énormément. Pour moi, c'est la traduction de la souffrance des gens du Kivu. Vous connaissez bien cette région-là. Ça, c'est vraiment l'expression des dizaines, des décennies des souffrances, des viols, des femmes qui sont violées. À l'époque, j'ai fait le livre, j'ai fait le film sur le docteur Mukwege, sur Panzi, avec des dizaines, des centaines de témoignages de femmes violées, violentées et tout ça. Et pour moi, ça, c'est le résumé de tout ce que ces femmes vivent et sont muettes. Et voilà. Et alors après, j'ai fait le film, j'ai fait les livres, je continue à témoigner, quoi. Malheureusement, 20 ans plus tard, Colette, vous êtes encore obligée à témoigner. Hein. Les viols n'ont pas fini, hein. Les massacres n'ont pas fini dans cette partie du pays. Hein. Vous lisez, on en parlait, le dernier rapport des experts de l'ONU qui est paru cette semaine-ci, et vous dites, mais c'est pas possible, on était au début des années 2000, on est 25 ans après, les femmes sont toujours violées, mises en esclavage et tout. Ce n'est pas mieux, c'est même pire. Ça, c'est révoltant. Vous souffrez dans votre cœur, vous vous sentez comment quand on voit cette situation dans l'Est de la République, il y a un coin de la République que vous connaissez particulièrement. Vous dites quoi? Vous êtes peinée, vous êtes malheureuse de voir la multiplication des crises dans ces coins de la RDC? Mais c'est un des grands scandales du siècle dans lequel nous vivons. C'est que le monde, soi-disant le monde connecté, le monde auquel rien n'échappe parce qu'il y a des caméras partout. Il y a ici un immense territoire, un immense pays, avec des gens sacrifiés, tués, pour faire quoi? Pour avoir accès aux coltan, aux minerais, aux territoires, aux richesses. Et
Et les gens, on connaît un peu, mais pas la vérité, pas le fond des choses. Allez, on va aller dans Voilà. un plateau. Colette Brackman nous reçoit donc ici chez elle. On a même un plateau des circonstances pour l'occasion. Nos amis vont nous aider. C'est ici qu'on va tourner l'émission. Avec son carnet et son stylo, elle a fait les tours du monde et beaucoup plus particulièrement la région des Grands Lacs et la République démocratique du Congo. Elle est une des spécialistes de cette partie du monde. Elle a raconté, elle a témoigné, elle a écrit sur ce qui se passe dans ce pays et dans cette partie de la République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit. Vous l'avez donc compris, ce soir, notre invitée, c'est Madame Colette Brackman, qui est donc journaliste, spécialiste de la région des Grands Lacs et de la République démocratique du Congo. Madame Brackman, bonjour. Bonjour. Merci à vous de nous recevoir ici chez vous à Bruxelles. C'est un grand plaisir et un honneur pour nous d'être ici avec vous et de faire cette émission. La main sur le cœur, on tient à vous dire grand merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, Colette Brackman, c'est un grand nom, connu particulièrement au Congo. Ça fait pratiquement des décennies que vous couvrez l'actualité pour le compte de ce pays. En lisant un de vos tout derniers ouvrages, Le Carnet Noir, j'ai senti à vous un amour et un attachement pour ce pays. D'où vous vient cet amour et cet attachement pour la République démocratique du Congo? Mais il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord la curiosité, l'intérêt, et puis aussi depuis très très longtemps le sentiment d'injustice. J'étais encore une gamine quand en 60, quand Lumumba a été assassiné, et à ce moment-là, j'ai eu l'impression d'une immense injustice, de quelque chose que mon pays n'aurait pas dû soutenir, etc. Et je me disais, un jour, je dois essayer de connaître la vérité. Vous aviez 12 ans quand Lumumba est décédé? Oui, j'étais une gamine, je savais rien du tout, mais j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste, que c'est qu'on me mentait, qu'on ne disait pas tout, et me disait ah là là, si un jour je pouvais aller voir moi-même, voilà, et c'était un peu ça le début de la curiosité, si on peut appeler ça une vocation, mais en tout cas de la curiosité. Dans votre dernier ouvrage, Mes Carnets Noirs, vous expliquez que Lumumba était un idéal pour vous, un rêve, et vous parlez de lui tout le temps avec une de vos amies qui s'appelle Yolande, c'est comme ça que vous les citez dans l'ouvrage. Oui. Mais ça se passait comment? Lumumba passait comme un communiste, comme un anti-belge, alors que vous, des jeunes filles belges vivant ici en Belgique, vous fassiez de lui un modèle, alors que la Belgique le présentait comme le diable. Mais nous étions tout à fait isolés, on n'en parlait pas aux autres. Moi, j'adorais Fidel Castro. À l'époque, je rêvais de Fidel Castro, elle rêvait de Lumumba, et on parlait de nos héros respectifs, si vous voulez. Ceux que les Occidentaux n'aimaient pas, que le monde européen, les Américains et tout ça détestaient, voulaient liquider. Et on se disait, mais on devrait quand même savoir un peu plus ce qu'ils veulent, et ça nous passionnait. Et alors, on échangeait, et puis voilà, quoi. Mais le Congo, que vous rêviez lorsque vous aviez 12 ans, à l'assassinat de Lumumba, vous mettez les pieds quand au Congo? Qu'est-ce qui se passe pour que finalement vous arriviez à aimer et à travailler sur ces pays-là? J'ai dû attendre bien longtemps, parce que mon idée, c'était un jour, j'irai au Congo. Quand, comment, sous quel prétexte et tout ça, en étant journaliste. Mais même en étant journaliste, j'ai encore dû attendre bien longtemps. J'étais engagée comme journaliste, j'avais 20 ans, et j'ai encore dû attendre à peu près. Vous disiez même qu'à l'époque, vous avez appris le journalisme sur l'État. À l'époque, c'est au Oui. journal La Cité où vous faisiez la rubrique lunaire, quoi. C'est pas la grande Colette Brackman d'aujourd'hui. Et les faits divers, et les accidents, et tout. Moi, je faisais tout, hein. Une fois qu'on veut être journaliste, on doit accepter tout ce qu'on vous propose. Donc pour moi, tous les sujets étaient bons. Il y avait un accident de la route, hop, je sortais, je faisais un reportage, parce que on doit se faire accepter, quoi. Et donc, c'était ça mon idée. Puis j'aimais écrire, hein. De toute façon, j'aime encore écrire. Ça me dérange pas du tout, quoi. Non, mais vous qui avez fait des études d'interprétariat, mais vous vous retrouvez en journalisme comme ça, comme par hasard. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Non, je voulais être journaliste depuis toujours. Et donc, je me disais, faire des études de journalisme, c'est très bien, mais si j'ai l'occasion de déjà écrire très jeune et tout, on a un pied dans la maison, on a le pied à l'étrier, c'est pas mal. Et puis, j'ai fait des études de langue. Pourquoi? Parce qu'avec les langues, on va partout. Avec l'anglais, avec l'espagnol, l'irlandais, on va en Belgique, ok, et aux Pays-Bas, mais avec l'anglais et l'espagnol, on peut déjà presque faire le tour du monde. Et donc,
Ça m'intéressait, c'est ça que je voulais faire. Il y avait le Congo, certainement le Congo des Belges, le Congo de l'époque, mais le monde entier m'intéressait. Et donc, avec les langues, comme on dit, avec une langue, on va partout. Hein. Voilà. On va parler de votre arrivée au Congo, mais parlons quand même de Lumumba, parce que l'émission est tournée au mois de juillet. Vous avez suivi que le Congo venait de fêter les 66e anniversaire de son indépendance. Finalement, Lumumba vous a fait rêver. Finalement, vous arrivez au Congo. Vous avez écrit un ouvrage sur le crime d'État, donc sur l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Aujourd'hui, avec les reculs, pourquoi Lumumba est mort et qui l'a véritablement assassiné, Colette Braeckman? Mais justement, quand j'avais 12 ans, je ne savais rien de la réalité des choses. Mais je me disais, la mort de Lumumba, on me ment. C'est l'histoire d'un mensonge. Je savais qu'il y avait un mensonge, mais je n'avais évidemment pas les arguments, les faits, je ne les connaissais pas, c'était un secret d'État, etc. Rien. Et il a fallu attendre combien? Presque 50 ans pour qu'il y ait une commission d'enquête officielle de la Belgique qui est allée tirer les fils et essayer d'en savoir plus. Et même aujourd'hui, on ne sait pas tout. On sait que les Belges ont contribué à la disparition de Lumumba, qui voulait fortement que Lumumba s'en aille parce qu'il était représenté comme un danger pour les intérêts belges. On disait il a mal parlé devant le roi Baudouin qui a été vexé, etc. Le fond de l'histoire, c'est pas ça. On était dans la guerre froide, on était dans les relations Nord-Sud, et Lumumba voulait libérer son peuple. Il voulait libérer son peuple de l'oppression colonialiste. Il voulait que les gens vivent mieux. C'était pas un vrai révolutionnaire marxiste. Ça n'a jamais été un marxiste, ça n'a jamais été un communiste comme on l'a présenté, quelqu'un qui avait des contacts avec l'Union soviétique de l'époque contre les intérêts capitalistes et représenté par les États-Unis. Il n'a jamais mis les pieds à Moscou, il n'a jamais mis les pieds à Cuba, jamais. Il est allé au Ghana, il a rencontré Nkrumah. C'était un nationaliste africain. Et son fameux discours du 30 juin, c'est un discours qui a blessé le roi Baudouin à l'époque, qui a choqué les Belges. Mais quand Lumumba dit « Nous avons connu les coups, les insultes, la loi n'était jamais la même, suivant qu'on soit blanc ou noir », c'était la réalité des Congolais. Et il a parlé pour son peuple. Et ces mots-là, la population qui avait voté pour lui a compris de quoi il parlait. C'était un système colonial, un système injuste, et il voulait changer. Mais ça n'était pas la révolution, ça n'était pas le communisme, c'était autre chose. Et on aurait dû l'écouter, et je me dis, parfois je me dis, s'il n'avait pas été assassiné, le Congo serait autre chose aujourd'hui, mais on était dans la guerre froide. Vous accusez, c'est la Belgique qui a commandité la mort de Lumumba, ça c'est clair pour vous. Qui a tué Lumumba? Qui a donné l'ordre? Pourquoi? Donc vous dites qu'on l'accusait d'être communiste, mais au-delà de tout, la Belgique a quelque chose à voir. La Belgique n'a jamais été seule au Congo. Depuis Léopold II, quand Léopold II est allé à la conférence de Berlin, il a veillé à avoir déjà l'appui des États-Unis. La Belgique n'a jamais été seule. Quand la Belgique, on a accepté que l'État belge reprenne le Congo de Léopold II, des Européens, les Américains étaient d'accord. Après Deuxième Guerre mondiale, c'est le Congo qui a fourni l'uranium qui a permis la bombe atomique aux Américains. Les Américains étaient là en 60. Et la commission d'enquête sur le rôle de la Belgique a examiné le rôle de la Belgique. Mais il y a encore d'autres livres qui devraient s'écrire. C'est la présence des Américains à toutes les époques. Donc c'est un complot américano-belge, d'une certaine manière, qui a amené à assassiner Lumumba. C'était un complot, une nécessité partagée par une opinion, les Belges, les Américains, les Français, un peu tout le monde. Lumumba était un homme qui dérangeait. Vous parlez de la commission parlementaire ici en Belgique qui a quand même amené les Belges à présenter des excuses sur la mort de Lumumba, mais la commission n'établit pas les responsabilités individuelles. C'est ça le problème. La famille de Lumumba, les Congolais attendaient notamment le procès d'Étienne d'Avignon qui venait de décéder. Est-ce que vous pensez que c'est un pan de l'histoire qui part avec cet homme qui est décédé et qu'on ne cache jamais la vérité sur des responsabilités individuelles des personnes qui ont assassiné Lumumba? Oui, non. D'Avignon, c'est une mémoire de l'époque. Il peut vous raconter que lui, il était au téléphone à l'ambassade de Belgique et tout. Il peut vous raconter ce qui s'est passé. Mais sa responsabilité était limitée. C'était un jeune diplomate, il avait 28 ans. Il a participé d'une certaine façon, mais c'est pas lui qui tirait les ficelles. Ceux qui tiraient les ficelles, ils étaient ailleurs, ils ont disparu depuis longtemps. Mais lui, il avait des pans de l'histoire. Il a dit un petit peu, mais il n'a jamais dit tout. Et puis il est mort en gardant son secret. Et on a fait un procès, mais on n'a jamais été au fond des choses. On a attendu qu'il disparaisse et maintenant, c'est fini. Les derniers témoins sont partis. On connaîtra plus jamais la vraie vérité, s'il faut le dire comme ça. Donc c'est terminé. Ou alors on aura accès à des archives américaines, des archives belges qu'on ne connaît pas encore. Tout n'est pas encore dit, hein.
Ok. Alors, le Congo, je l'ai dit, a célébré récemment son 66e anniversaire. Vous, Lumumba vous a fasciné. Lumumba était un rêve, un idéal pour vous. Heureusement pour vous, vous avez finalement réussi à visiter le Congo. 66 ans après, le constat est quand même amer, Colette Brackman. Le Congo a reculé des 1000 kilomètres par rapport à là où les Belges l'ont laissé. Euh, Quelle est votre explication à ça? Pourquoi ce pays que le Belge ont laissé dans un certain niveau en 1960 est aujourd'hui à la queue de peloton des pays, il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Il y en a qui disent que ils n'ont pas réussi à garder l'héritage de Belges. Ils ont galvaudé l'indépendance du Congo. Quelle analyse vous faites de l'échec de ce pays 66 ans après son indépendance? Mais comme on dit, l'indépendance était mal partie. L'homme pour qui les gens avaient voté, le parti politique, l'homme pour qui on avait voté, c'était Patrice Lumumba. Tous ceux qui avaient gagné les élections, ils sont où? Ils ont été tués. On les a liquidés. Les compagnons de Lumumba ont été liquidés. Et là, c'est quand même la Belgique, les Américains, les Occidentaux, qui ont mis à la place de ceux qui avaient gagné les élections, ils ont mis à la place des gens pour qui on n'avait pas voté et qui étaient des gens que nous, les Occidentaux, nous avons corrompus. Et donc, on a injecté dans la classe politique congolaise un virus qui sévit jusqu'aujourd'hui, et ce virus, ça s'appelle la corruption. C'est le lien entre la politique et l'argent. Vous faites de la politique, et ceux qui ont l'argent vous donnent du fric, vous devenez riches. Et voilà, ça c'est la solution. Ce lien-là n'a jamais été dénoué. Et c'est ça le malheur du Congo. C'est parce qu'en 60, les Congolais n'étaient pas corrompus. C'était des gens modestes. Il y avait pas beaucoup. Il y avait quoi? Il y avait combien de Congolais dans les universités belges? Il n'y en avait même pas 20 à l'époque. Donc ils n'étaient pas corrompus. Mais comme il fallait faire partir les nationalistes, on a choisi des gens qui étaient des intellectuels, qui étaient on pouvait séduire avec de l'argent, avec les honneurs, etc. On les a mis au pouvoir, et c'est Justin-Marie Bamboko qui est devenu ministre des Affaires étrangères, c'est Étienne Tshisekedi qui a signé l'arrêt de mort de Lumumba, ministre de la Justice, premier diplômé en droit de l'histoire du Congo. Bien, il y a eu un certain nombre de gens qui ont été récupérés par les Belges et qui ont fait la politique. Vous accusez la Belgique d'être responsable de la situation aujourd'hui au Congo. Donc, elle a mal donné l'indépendance au Congo. Le train est mal parti. Le train en 1960, le train du Congo indépendant était mal parti. Mais qui l'a mis sur les mauvaises voies? C'est pas les Congolais. Les Congolais avaient voté pour Lumumba. On a décidé que c'était pas la voie qu'il fallait et qu'il fallait liquider Lumumba. Et donc on a mis le train sur quelle voie? On a lié, ce qui n'était pas le cas avant, on a lié la politique et l'argent. Vous faites de la politique, on vous aime bien sur le plan politique, vous plaisez à certaines personnes et vous allez devenir riche. Le lien entre la politique et l'argent, ça c'est la clé du régime Mobutu. Le Congo a vécu combien de décennies sous cette clé-là? Eh bien, la leçon apportée, et maintenant encore aujourd'hui, on fait de la politique pour gagner de l'argent. On gagne de l'argent parce qu'on fait de la politique. Donc, ça fait quand même 66 ans que ça dure. Vous n'allez pas dédouaner les Congolais de leurs propres responsabilités par rapport à la ruine de leur propre pays. Les Belges ont mis les trains sur un mauvais rail, mais ça fait 66 ans. Vous pensez pas que si les Congolais étaient sérieux, s'ils aimaient leur pays à 66 ans, ils ne pouvaient pas récupérer les erreurs que les Belges ont fait? Il y en a beaucoup qui étaient sérieux, qui ont essayé de lutter contre ça. Il y en a beaucoup qui sont morts. Hein. Laurent Désiré Kabila a été assassiné parce que lui, il voulait, avec beaucoup de défauts et il n'était pas, peut-être pas outillé pour être un chef d'État moderne, comme on disait à l'époque, mais il voulait quand même remettre un peu le Congo sur les rails, sortir de cette voie de lien entre la politique et l'argent. Il a été liquidé. Hein, il n'est pas l'homme qu'il fallait. On a bien dit, c'est pas l'homme qu'il faut. Et il a été liquidé. On ne saura jamais jusqu'au bout comment ça s'est passé, quoi. Et puis on a mis Joseph Kabila. Joseph Kabila, il a compris. Hein, s'il voulait rester vivant, il devait donner des gages, il devait montrer patte blanche, si j'ose dire. Voilà quoi. Donc le train était mal parti. Et qui va redresser, qui va le remettre sur la bonne voie? C'est impossible pour le moment. C'est possible de le remettre sur la bonne voie. Oui. Vous êtes assez dubitatif. Est-ce que vous croyez que le Congolais auront ces sursauts un jour
pourrait mettre ces trains sur le rail? Ce qui est incroyable au Congo, c'est que jusqu'aujourd'hui, on rencontre des Congolais idéalistes qui rêvent d'un Congo qui se développe, qui repart tout droit. C'est comme un arbre qui a poussé du mauvais côté, si vous voulez. Et il se dit, on va le remettre droit, il va se redresser. Il y a un potentiel dans ce pays, pas seulement intellectuel ou artistique, mais aussi de valeur morale. Quand vous voyez des gens, allez, les élections de 2018, quand Kabila se battait pour son troisième mandat, les gens sont descendus dans la rue, les chrétiens, ils étaient dans la rue, moi je les ai vus, ils étaient assis dans la rue, on tapait sur eux, mais ils étaient là, et ils se battaient pourquoi? Pour un pays qui retrouve les règles démocratiques. Et aujourd'hui, ce qui se prépare, les gens sont contre le troisième mandat de Félix Tshisekedi, vous allez voir qu'il y a de nouveau des gens qui vont se lever, donc ce souffle des Congolais qui veulent un pays qui est démocratique, qui est remis sur les rails, il n'est pas éteint. On parlera de tout ça. Lumumba est donc assassiné. 61, Mobutu fait son premier coup d'État. Il dure pendant une année. Après, 65, il reprend le pouvoir pour durer 32 ans. Je voudrais qu'on parle un peu, on ouvre une page sur Mobutu. Vous avez d'ailleurs écrit un livre sur lui, hein, Le Dernier Dinosaure. On va en parler un peu, Madame Bachmann. Mais toujours dans ce dernier ouvrage que vous avez publié, vous peignez Mobutu comme un homme charismatique qui vous impressionnait. Et quelle est l'image que vous avez de Mobutu, vous, personnellement? Est-ce que vous l'avez rencontré? Et quelle est l'image que cet homme vous a laissé en tant que journaliste, en tant que reporter et spécialiste de ce pays? J'ai jamais rencontré en tête à tête. Hein. J'ai participé à des conférences de presse, à des moments historiques avec Mobutu, des disputes avec les Belges, avec le ministre Tindemans, etc. Mais je n'ai jamais été introduite à faire un tête à tête avec Mobutu. Je crois qu'une fois, il y a eu une proposition, mais je me suis méfiée parce que je me dis qu'un tête-à-tête avec Mobutu, c'était un peu dangereux. Ah, Mobutu était dangereux pour avoir un tête-à-on avec vous? C'est grave ce que vous voulez dire, là. Vous aviez peur de rencontrer Mobutu en tête-à-tête? Ben, c'est-à-dire que, à ces conditions à lui, oui, parce qu'il m'avait dit, non, mais on m'avait dit, tu peux le rencontrer, mais il faut rien écrire. Je dis, ben, si je ne dois rien écrire, à quoi ça sert de le rencontrer en tête à tête? Non, mais vous êtes journaliste, peut-être qu'il voulait avoir un entretien off the record avec vous discuter tranquille. Mobutu, un entretien, non, allez, je connaissais quand même le système, un entretien tête à tête avec Mobutu, il y a de l'argent qui circule, hein. Ça, je le savais, tout le monde le sait. Et je dis, moi, je joue pas là-dedans, non, pas question. Vous n'en avez pas besoin, l'argent, vous. Bah, la question n'est pas là, comme journaliste. Non, mais puisque vous parlez de ça, j'ouvre une parenthèse. Dans un de vos ouvrages que j'étais en train de lire, vous évoquiez Mobutu déjà en 74. Vous dites qu'à l'époque, vous travailliez pour, je crois, les journalistes spéciaux. Oui. Et vous aviez fait un reportage en Libye. Et le directeur du journal était un ami à Mobutu. Et vous dites dans votre ouvrage que Mobutu contrôlait pratiquement la presse belge. C'est lui qui finançait tout. Donc, Mobutu avait autant d'argent pour prendre le contrôle de la presse ici? Pas toute la presse. Mais en tout cas, ce journal qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait Spécial, avait des liens avec Mobutu. Et c'était un journal qui était un peu à la gloire de Mobutu, si vous voulez. Et qui m'avait engagé pour dire, bon, bah, c'est une jeune journaliste, on va l'engager. Mais il connaissait pas mes idées. Et alors, bon, moi, je voulais faire des articles qui étaient, bon, plutôt pour les nationalistes congolais, etc. Enfin, et donc, j'étais pas vraiment dans la ligne du journal. Et donc, je n'ai pas fait longtemps. Il valait beaucoup mieux que je m'en aille. Non, mais vous avez dit que Mobutu a empêché votre article sur Muammar Kadhafi de paraître dans le journal. Ça, j'ai jamais su si Mobutu a vraiment empêché. Mais je sais que le directeur n'était pas pour cet article, qui dit non, il faut pas publier ça. Et je suppose que le directeur, lui, il était en contact avec Mobutu, évidemment. Mais l'Afrique était divisée, hein. Vous avez une certaine Afrique progressiste, nationaliste, et puis il y avait Mobutu c'était plus que le chef d'État du Zaïre. C'était un peu le maître de la région, quoi. C'était le grand Manitou. C'était lui qui avait le mandat de contrôler l'Afrique centrale et d'avoir des regards jusqu'en Libye. Et Kadhafi était son adversaire, si vous voulez, c'était son rival. Mobutu était comme un dieu au Congo. Moi, je me rappelle de l'image quand on grandissait, on était encore jeune, et Sakombi qui les sort avant le journal qui les sort du ciel, on l'appelait le maréchal du Zaïre. Quel regard vous aviez de Mobutu à partir d'ici? Est-ce que il fascinait autant la Belgique, il fascinait autant les journalistes qu'il fascinait au Congo?
Mais moi, j'ai pas été au Zaïre dans les grandes heures de Mobutu. Hein. Je n'ai pas été quand il était à l'apogée de sa gloire, le match avec Mohamed Ali et tout ça, 74. 74. Je n'ai pas été à ce moment-là, quoi. Moi, je voyais ça de l'extérieur. Mais il avait, ça c'est vrai, il avait le génie de la communication. Il inventait des choses extraordinaires comme le match du siècle, des tas de péripéties et qui attiraient sur lui l'attention des médias. Mais moi, j'étais pas encore dans le jeu. Moi, à l'époque, comme c'était mes collègues qui s'occupaient de faire la publicité ou de faire des reportages sur Mobutu, moi, j'étais sur le côté et moi, je faisais les pans qui n'étaient pas éclairés par l'actualité. Et les pans qui n'étaient pas éclairés, c'était qui? C'était les opposants. C'était un certain Laurent Désiré Kabila qui venait régulièrement en Belgique, qui rencontrait des amis comme Gaëtan Kakoudji qui était à Liège et tout ça et tout. Et alors ces amis-là qui étaient dans l'ombre disaient tiens, tu sais, Laurent, il est en Belgique, est-ce que tu peux le rencontrer? Et donc je le rencontrais comme on rencontre un opposant parmi d'autres. Hein. Il n'était pas le seul, il y en avait beaucoup. Voilà. On parlera de ça parce que dans votre ouvrage, vous avez dit que vous avez beaucoup fréquenté les milieux des opposants, les cercles des opposants Oui. qui avaient ici en Belgique. Mais finissons un peu avec Mobutu. À votre avis, Mobutu, qui a été placé à la tête du pays, vous le dites dans certains de vos écrits, par la Belgique, qui a d'ailleurs eu beaucoup le soutien de la Belgique et des États-Unis d'Amérique, mais vous dites à l'entrée des années 80, ça commence à claudiquer entre Mobutu et la communauté internationale. Qu'est-ce qui fait que ce mariage-là, qui a amené même à l'assassinat de Lumumba, qui a amené la CIA et la Belgique à imposer Mobutu au pouvoir, puisse commencer à claudiquer aux années 80? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mais je crois que même Mobutu s'en est rendu compte, mais un peu trop tard. Les temps avaient changé. On est au début des années 80. Il faut penser au rapport de force international. Début des années 80, années 85, l'Union soviétique qui était la terreur, le grand rival, on sait qu'elle s'affaiblit dans les services américains, européens. On sait que le communisme diminue, que la guerre froide va se terminer et tout ça. Et donc des personnes comme Mobutu, qui était le grand champion des Occidentaux pendant la guerre froide, qui était le pion, le mandataire des Occidentaux, qui surveillait l'Afrique centrale, commence à décliner. On voit bien que les pays demandent leur indépendance, les pays d'Afrique australe, l'Afrique du Sud, l'Angola. En Angola, le régime a changé, les choses sont en train de bouger. Et donc, le personnage de Mobutu n'est plus celui dont on avait besoin en 1960. Dans les années 80, on a besoin de gens toujours pro-occidentaux, mais qui deviennent je mets des guillemets, hein, des démocrates éclairés, qui restent proches de l'Occident, qui ont des valeurs que l'on défend maintenant. Donc Mobutu, lui, a fait une mauvaise lecture. Il n'a pas compris ces vents du changement. Voilà, il n'a pas compris que le vent du changement arrivait, et quand il a compris, c'était trop tard. Il l'a compris quand il a vu Ceausescu s'écrouler en Roumanie, qu'il a vu les choses changer. Il dit mais oh là, moi aussi, je dois changer parce que sinon je vais être jeté, comme il disait, le vent de l'histoire allait le renverser. Et donc il a pris le train en marche, le train du changement. Les jeux étaient déjà faits, c'était déjà trop tard. À mon avis, peut-être pas trop les Belges, mais certains des Américains, en tout cas, il y avait des agents américains qui se promenaient à Kinshasa à l'époque et qui repéraient déjà des gens pour la suite, pour l'après Mobutu, et que les parlementaires de l'UDPS et tout ça, ils étaient soutenus par des ONG américaines dont on n'a plus jamais entendu parler par la suite, mais qui étaient soutenus par des ONG. Si vous dites des ONG, c'était aussi des financements américains au nom de la démocratie et tout ça. Mais donc, certains aux États-Unis préparaient déjà la suite de Mobutu. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la suite n'allait pas du tout être celle dont ils rêvaient. Quoi. Donc, avec votre ami Kabila qui arrivera au pouvoir, on va en parler. Lui, il n'était pas prévu. On va clôturer un peu le dossier Mobutu. Collègue Brackman, vous connaissez le Congo. Si on vous demandait de faire un bilan ou de faire un point sur la gestion du pays de Mobutu, ces affidés disent aujourd'hui que Mobutu, c'était la grande époque, Mobutu, c'était l'unité, pas des tribalismes, que depuis qu'il est parti, il y a eu un certain déséquilibre de l'attelage ethno-tribal qu'il y a dans le pays. On dit que Mobutu, c'est les barrages d'Inga, c'est le stade des martyrs, etc. Mais il y en a qui disent non, Mobutu, c'est la corruption, c'est les vols, Mobutu, c'est la dictature, on l'appelait le maréchal du Zaïre. Vous, de votre regard, comment peignez-vous le régime de Mobutu? Si on vous demandait aujourd'hui de faire un bilan de Mobutu, c'est plutôt
le patron qui a réussi à garder les équilibres dans ce pays, ou plutôt le diable qu'on présente comme le plus grand dictateur, le Satan qui était dans ce pays-là? Ben, je crois qu'on ne doit pas faire de caricature ni dans un sens ni dans l'autre. Mobutu était certainement, jusqu'aujourd'hui, je le pense, un grand homme politique. Parce que, bien sûr, il avait été mis au pouvoir avec l'assentiment des Belges, les compliments des Américains et tout ça. Mais quand même, il avait une vision d'un type qui avait été, dans sa jeunesse, proche de Lumumba et qui voulait maintenir l'unité de ce grand pays, qui faisait tourner les fonctionnaires, les gouverneurs de province, d'une province à l'autre, pour qu'ils connaissent l'ensemble du pays. Il mixait les Congolais dans cette espèce où les gens ne voyageaient pas, il organisait les contacts. Il a créé cet esprit et renforcé cet esprit national congolais qui existe jusqu'aujourd'hui. Donc Mobutu, moi j'ai une vision avec le temps, si vous voulez, qui est beaucoup plus nuancée. Bien sûr, c'était un dictateur, c'était un pouvoir fort. Bien sûr, il jouait sur le pouvoir de l'argent, de la séduction et tout. Mais c'était un homme remarquablement intelligent, c'était un grand politique et il avait cet héritage de garder l'entité congolaise, l'entité zaïroise ensemble. Et ça, c'est très important. Et quand même, il y a eu des événements historiques, comme le fameux match Forman et Mohamed Ali. Mais ça, c'est le nationalisme congolais. Vous voyez aujourd'hui la coupe de football, du monde de football. Les Congolais sont tous dans la rue. Et voilà, tout le monde est uni derrière ce symbole. S'il y a une victoire des Congolais dans la Coupe du Monde, on va la fêter aussi bien à Goma. Il y a des morts d'ailleurs. Il y a eu des morts à Goma parce que les gens ont fêté la victoire congolaise dans la Coupe du Monde. Et ça, c'est aussi Mobutu qui a créé ce sentiment national dans un pays qui sortait de la colonisation. Donc, il faut avoir un jugement nuancé. Je crois que... Donc, ni diable ni ange pour vous. Non, je crois que l'histoire et le temps doivent rendre justice à tout le monde. Que Mobutu, il a inoculé la corruption, le lien entre l'argent et la politique, qui est solide, qui dure et malheureusement jusqu'à aujourd'hui, donc le lien entre l'argent et la politique. Il a inoculé aussi le sentiment national. Il faisait tourner les gouverneurs, il permettait aux gens de voyager. Les Congolais tiennent à l'unité de leur pays. Ça fait aussi partie de l'héritage de Mobutu. Donc l'héritage, il est complexe, on peut pas le simplifier en une seule formule. Ni un démon, ni ange. Donc il faut plutôt avoir une analyse Il là. a marqué le Congo quand même pendant 3 décennies. Il appartient à l'histoire du Congo, comme Léopold II appartient à l'histoire de la Belgique, quoi. Voilà. Allez, je demande aux gens de lire l'ouvrage de collègue Brackman. J'en ai à Kinshasa, aller-retour, etc. J'en raffole également. Pour finir, Mobutu, vous mettez une anecdote dans un de vos ouvrages. Vous parlez du débat de la clarification. Ça m'a fait énormément rire. Où Mobutu, qui refusait de payer les dettes qu'il avait vis-à-vis de la Belgique et des institutions de Bretton Woods, va vous envoyer 4 calibres ici, Maître Nemi Maïdika, voilà. Gérard Kamanda Wakamanda et Pinga Kasenda. Voilà. Et dans votre ouvrage, vous dites que nous avons été enseignés, on avait même l'impression que ces gens parlaient français mieux que nous. J'avais envie d'entrer sous la table. Ça, c'était aussi un débat de génie. Vous aviez participé à ces débats. Oui, évidemment, mais c'est une histoire incroyable. Donc Mobutu envoie 4 types qui sont vraiment des universitaires, des intellectuels, qui ont potassé pendant 8 jours. Ils ont étudié leurs arguments et tout. Donc des gens brillants, intelligents. On les envoie à Bruxelles pour dire, comme disait Mobutu, qui a payé le plus? Est-ce que c'est le Congo qui a fait la richesse de la Belgique, ou bien c'est la Belgique qui a donné au Congo? Bon, et on va ouvrir les livres, et eux sont préparés pour ce débat, préparés pour parler avec des hommes politiques, avec le ministre des Affaires étrangères, avec des grands économistes, sur le fond. Et les Belges disent « Oh là là, nous, on va pas s'engager dans cette histoire parce que ce sont des grands intellectuels et les hommes politiques belges n'ont pas le courage de les affronter. » Et la veille du débat, on téléphone à 4 malheureux journalistes, dont moi-même, dit « Est-ce que tu accepterais de participer demain à un débat à la télévision ?» Ah oui, c'est quoi? C'est qui? Mon Dieu, mais moi, qu'est-ce que je sais? Moi, j'ai mes connaissances de journaliste, mais ce ne sont pas celles d'un professeur d'université, d'un grand
économiste, on est dans nos connaissances. Et alors ce débat se déroule et finalement, très curieusement, ça je n'oublierai jamais, eux sont brillantissimes, ce sont des grands intellectuels et tout, ils développent leur thèse avec beaucoup de brio. L'opinion belge les écoute et dit waouh, ce sont comme des gens intelligents, ils parlent bien, ils sont convaincants. Et nous, on est là, on pose des questions, mais qui sont assez simples. Vous avez été donc laminé par les émissaires de Mobutu chez vous, dans votre télé à la RTBF. Aux yeux des Belges. Aux yeux des Belges. Et tous les Belges disent, après, waouh, vous avez été laminés, là, qu'est-ce qu'ils étaient. Et les gens aussi, hein, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils étaient intelligents, mais quels intellectuels, vous à côté, là, vous n'étiez rien du tout. Ah bon. Par contre, les journalistes sont piquants. Et alors, il y a un d'entre nous, un Flamand, qui dit, vous savez, nous, on n'aime pas Mobutu. Et parce que on n'aime pas Mobutu, il est corrompu, et il met les pieds dans le plat, comme un journaliste peut le faire, ou un militant, bref, il met les pieds dans le plat, et moi aussi, je ne sais plus sur quel sujet, mais on y va brutalement, pas avec des arguments intellectuels de professeurs d'université, on y va brutalement, on dit, oui, mais la corruption, ça ne va pas, oui, mais il y a ceci, les droits de l'homme, les tout droits ça, de l'homme, ça ne va pas, et puis les gens, à un moment donné, les gens en ont marre, on met les pieds dans le plat avec la brutalité de journalistes. Et cette émission a été retransmise en boucle au Congo en même temps, au Zaïre en même temps, parce que Mobutu était sûr que son équipe de choc allait briller, et elle a brillé. Les Belges ils ont dit, waouh, ces quatre-là, ils étaient quand même plus malins que vous, les journalistes et tout ça. Les Belges ont été impressionnés. Mais à Léopoldville, à Kinshasa, moi je me retrouve à Kinshasa quelques peu de temps après, et les gens me disent, waouh, c'est vous qui avez osé dire à ces gens qu'il y a la corruption, que les gens ont faim, vous avez mis les pieds dans le plat, et les gens se reconnaissent, eux, dans ce que nous avons dit, qui sont pas du tout des critiques intellectuelles, mais qui sont des réalités. Donc les Aïrois ont vu que vous avez pu démystifier Mobutu et citer les noms alors qu'eux, ils avaient peur. Voilà. Et dans l'ouvrage, vous dites que c'était une erreur de Mobutu de les diffuser plusieurs fois à la télévision nationale. Et les gens, moi je me souviens, moi j'étais à Kinshasa, les gens disent, oui, bravo, vous avez mis les pieds dans le plat, vous avez dit ceci et ça, vous au moins, vous avez osé leur sortir la vérité et tout ça. Je dis, ben oui, nous, c'était nos arguments. Je dis, oui, parce que nous, ici, on peut pas, on a la répression, etc. Au moins, vous avez osé. Et en plus, lui pensait que son équipe avait été brillantissime, ce qu'il était. L'émission a tourné en boucle pendant 24 heures, où tout le monde, même ceux qui ne voulaient pas, tout le monde était obligé de la regarder. Et donc, ce que nous disions, ça a fait mouche auprès de l'opinion congolaise. Madame, Messieurs, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Je rappelle ce soir que notre invitée, c'est Madame Colette Brackmann, journaliste spécialiste de la région des Grands Lacs et particulièrement de la République démocratique du Congo. Avec lui, on fait donc la lecture de l'actualité et historique et actualité présente dans ce pays. Alors, Mobutu est finalement parti parce que vous dites qu'il n'a pas compris que les vents étaient en train de tourner. Voilà. Du coup, un homme qui est sorti du néant, alors que tout le monde connaissait Tshisekedi, tout le monde connaissait ceci, c'est Laurent Désiré Kabila. D'où vient-il cet homme que vous avez déjà rencontré bien avant ici dans le cercle des opposants de la Belgique et qui décide finalement de positionner Kabila comme président de la République du Congo? Bon, d'abord, à la manœuvre, il n'y avait pas Kabila. Hein. À la manœuvre, on se rend compte à Bruxelles, mais surtout aux États-Unis, dans tout l'Occident, qu'il faut changer, etc. On utilise l'armée rwandaise. Enfin, vous connaissez l'histoire. Il y a les histoires des réfugiés Hutus. On doit sécuriser la frontière du Rwanda. Et finalement, le Rwanda, l'Ouganda cherche des nationalistes congolais pour être la façade, le paravent d'un changement de paradigme où les hommes forts de la région ne sont plus Mobutu. Je vous ai dit, son étoile avait pâli. Les hommes forts, c'est Museveni, c'est Kagame, il faut les trouver ailleurs. Mais ces hommes forts doivent avoir des paravents congolais. Alors, on se demande qui on va mettre en avant, et c'est le président de Tanzanie, Julius Nyerere, qui connaît Kabila, parce que Kabila vivait dans son maquis dans l'est du Congo. C'est Nyerere qui dit, mais moi je connais quelqu'un, il est dans la politique depuis longtemps, s'il est constant, etc. Laurent Désiré Kabila pourrait faire l'affaire. Museveni le connaît aussi, parce qu'ils se sont rencontrés dans les maquis, toutes les histoires d'Afrique de l'Est. Ok. Et on va chercher Laurent Désiré Kabila, on dit, vous allez prendre la tête d'un mouvement. Mais Laurent Désiré Kabila, c'est d'abord un révolutionnaire. D'accord, il faisait du commerce, il faisait du business parce qu'il fallait vivre, mais il avait ses idées. Il lui dit, ok, je prends la tête du mouvement.
mais il a ses idées, et ses idées, c'est de libérer le Congo de la dictature de Mobutu, d'arriver au pouvoir et d'imprimer les changements que lui souhaite. Lui le souhaite, mais pas ceux qui l'ont porté au pouvoir. Qui l'ont porté au pouvoir? Parce qu'à ce moment-là, quand on choisit Kabila, le Rwanda, est-ce qu'il y a la bénédiction de la Belgique, des États-Unis? Est-ce que la communauté internationale accompagne le projet du Rwanda à ces moments-là? La Belgique, plus ou moins, mais ils sont pas au courant de tout. Mais il y avait des Américains, parce que je sais, parce que je les ai vus, j'ai oublié les noms, mais qui étaient présents à Kigali, à Goma, à Bukavu. Ils étaient là et ils suivaient les mouvements de près. Ils disaient oui, ce sont des experts militaires. Moi, je dirais plutôt que c'était des gens de la CIA et des services de renseignement. Ils suivaient de près les mouvements militaires et l'avancée de l'AFDL. Et quand moi-même, j'étais présente à Lubumbashi, quand les rebelles arrivent à Lubumbashi, premier contact avec les hommes d'affaires américains et canadiens qui veulent investir au Congo. Laurent Désiré Kabila est présent. On dit voilà, ce sera lui le futur homme fort. Et alors lui, Kabila, il devait accompagner les troupes rwandaises et ougandaises, et puis on allait décider à Kinshasa qui serait le chef. Et c'est là que Kabila met bas les masques, si vous voulez. Il va à la télévision à Lubumbashi, il dit à ses accompagnateurs rwandais, c'est eux-mêmes qui me l'ont dit, hein, il dit à ceux qui l'accompagnaient, ses gardes du corps ou ses surveillants, on dira ça comme on voudra, bon, vous restez à l'extérieur, je dois donner une petite interview. Petite interview, il parle à la radio de Lubumbashi, qui est la radio, qui va diffuser sur les ondes nationales. Et là, il dit, moi, j'irai jusqu'à Kinshasa, je serai président, et voilà ce que je veux faire du pays. Et ceux qui sont à l'extérieur disent attention, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Il dit qu'il va aller à Kinshasa, que c'est lui qui va diriger, ça n'est pas encore décidé et tout. Et puis il y en a un qui téléphone à Kagame qui dit bon, qu'est-ce qu'on fait? On l'abat tout de suite ou quoi? Il a dit des trucs qui n'étaient pas prévus. Qu'est-ce qu'on fait? On le liquide tout de suite. Et alors, ils discutent, non, si on l'abat tout de suite, ça va faire mauvais genre, on va être embêté. Bon, allez, bon, ça va. On le garde, on le laisse aller jusqu'à Kinshasa, mais on le tient à l'œil. Mais lui, il savait ce qu'il faisait. Donc, il y avait deux agendas différents. On va parler de cet agenda, mais parce que vous parlez de Laurent Kabila qui fait une interview. J'ai vu Nanga, on parlera de lui, faire aussi une interview comme ça chez CNN, je crois, où il disait que lui sera le prochain président de la République. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que vous le voyez aussi comme en stature de Kabila? Corneille Nangaa aussi a dit ça dans une interview. Il dit oui, je suis le prochain président de la République démocratique. Vous parlez avec le prochain président. Bon, on peut toujours rêver, hein. Quand on est à Goma, on peut toujours rêver. Il oublie que les Congolais vont pas se faire rouler deux fois, quoi. La première fois, ils ont dit bon, Laurent Désiré Kabila. On va voir. Les gens étaient... Moi, je me souviens très bien à Kinshasa, quand il est arrivé, les gens étaient dubitatifs. Ils étaient dit oui, mais on le connaît pas, d'accord, il a un passé révolutionnaire, mais on ne le connaît pas. Et puis, il est arrivé la nuit, surveillé. Il est arrivé comme un voleur. Et les gens étaient perplexes, dubitatifs. Ils ont dit bon, on va voir. Et il a fallu du temps pour que Laurent Désiré Kabila persuade les gens à Kin qu'il était nationaliste, d'abord qu'il était congolais, qu'il n'était pas une marionnette, qu'il n'était pas une créature fabriquée par l'étranger. Et puis, un peu à la fois, il a pris des mesures sociales et tout. Finalement, les gens l'aimaient bien. On parlera de sa gestion. Je faisais la comparaison. Vous pensez que Corneille n'a rien à voir en termes de stature, en termes de poids avec Laurent Désiré Kabila, que c'est une erreur pour lui de dire que je suis le prochain président du Congo? Mais il rêve ou quoi? Kabila, dans les maquis... Comment vous dites qu'il rêve? Vous lui donnez pas la stature d'un président de la République? Vous pensez que Nanga n'a pas cette stature-là? Dans sa tête, oui, mais pas dans la réalité. Kabila, il a quand même lutté dans son maquis, il a fait ses idées politiques déjà dans les années 60. C'était un homme qui soutenait Patrice Lumumba, qui avait cette idéologie-là et qui arrive au pouvoir en quelle année? 30 ans après, en 1990, après tout un parcours, d'accord, de commerçant, de trafiquant, tout ce que vous voulez, mais aussi de révolutionnaire. Il a encore ses idées bien claires dans sa tête. Nanga, il a fait quoi? Il a présidé la commission électorale indépendante, on sait dans quelles conditions, etc. Bon, et après, il n'a pas du tout le même parcours. Donc c'est une folie pour lui de croire qu'il sera président de la République et de les dire. Hein, mais c'est une illusion. Il se trompe lui-même. Ah, c'est fort ce que vous dites. Hein. Vous ne croyez pas en lui. Mais c'est un homme charmant, je le connais. Il est intelligent. Après tout, pourquoi pas? Il pourrait devenir président. Mais alors, il devra obéir à ses maîtres. Allez, on reviendra quand on va parler de l'Est. Il devra obéir à ceux qui l'amèneront à Kinshasa.
ce que Laurent Désiré Kabila n'a pas voulu faire. Laurent Désiré Kabila n'a pas voulu obéir à ceux qui l'ont conduit à Kinshasa et il en est mort. Est-ce que Nanga va désobéir, arriver à Kinshasa et dire maintenant c'est moi le chef et je fais tout pour le Congo et pas pour vous? Est-ce qu'il va avoir ce courage? Vous ne le voyez pas courageux, autant courageux que ça. Alors, vous dites que ceux qui ont amené Kabila, Laurent Désiré au pouvoir, ont fait une erreur de casting. Ils croyaient avoir un homme docile, mais au pouvoir, c'était une erreur de casting. Donc, pour ceux qui ont amené Kabila au pouvoir, c'était une erreur pour eux de choisir ce cheval-là qui s'appelle Laurent Désiré Kabila. Oui, c'est ça. Oui, ils auraient dû prendre un type beaucoup plus malléable, plus jeune, plus malléable, qui n'avait pas derrière lui tout ce passé révolutionnaire. Je crois qu'ils ont dit, bon, c'est un commerçant, ce qui était vrai d'ailleurs, c'est un commerçant, il fait du business dans la région des Grands Lacs, il connaît tout le monde, et il avait un carnet d'adresses quand même, hein, Kabila, le père Kabila, il avait un carnet d'adresses dans Zani, Angola, les mouvements de libération, toute cette Afrique australe qui s'était battue pour l'indépendance contre l'apartheid, et tout ça, il avait ce carnet d'adresses. Ça, c'était quand même très utile. Et donc, au fond, il a des relations. Il n'y a pas de relations en Occident, ou très très peu. Oui. Exactement. Mais maintenant, il vient au pouvoir en 97, 97, comme on dit ici en Belgique. On l'assassine en 2001, avant de parler de son assassinat. Il gère le pays pendant 4 ans. Quelle analyse, quelle vision vous faites de sa gestion? C'était un homme qui aimait le peuple. Est-ce que vous avez aimé sa manière de gouverner le pays? Sa manière était brutale. D'abord, c'était difficile. Il doit gérer le pays, dans son esprit, au bénéfice de la population. Donc, il prend des mesures positives, augmenter les salaires, le nouveau marché à Kinshasa. Il prend des marché mesures, des Massina, qu'on appelle le marché des libertés. Il ouvre des écoles. Donc, il prend une série de mesures sociales pour la population, parce que ça, c'est son idéologie. Mais il doit aussi naviguer avec ceux qui l'ont amené au pouvoir. Et puis, il connaît les menaces aussi. Il sait très bien que sa vie est en danger. Ça, je pense qu'il le sait depuis le début. Donc, il est mal à l'aise. Il y a des espions autour de lui. Est-ce qu'il est sûr de la loyauté de tous ceux qui sont dans son entourage? C'est très compliqué. Vous dites que son péché, c'est quoi? C'est sa brutalité? C'est son manque de diplomatie dans sa gestion? Ben, il n'a pas été assez hypocrite, hein. Il aurait dû être plus vous pensez qu'il aurait dû être un peu hypocrite, hein? Il aurait dû peut-être cacher son jeu. Vous voyez, c'est comme aux cartes, quand vous cachez votre jeu de cartes et vous arrivez au pouvoir, à un moment donné, vous abattez vos cartes. Et lui, il a montré ses idées, et peut-être trop vite, mais en même temps, il pouvait pas faire autrement. Il devait répondre aux attentes de la population. Il fallait qu'il soit populaire aussi, quand même. On a parlé de l'assassinat des Lumumba ici. À votre avis, qui décide de la mort de Kabila et qui décide qu'on tue Kabila? Qui a tué Kabila? Qui a ordonné la mort de Kabila? Même, on a des idées, mais... Quelles sont vos idées sur la question? Qui décide que, enfin, il faut tuer Kabila et qui met en mouvement l'action de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila? Personnellement, mais je ne pourrais pas vous faire la démonstration, mais mes impressions, c'est que les Américains ont quand même supervisé l'opération avec leur argent, avec leurs agents et tout, qu'il y a eu une sorte de supervision américaine. Ce sont évidemment des Congolais qui ont fait le coup, qui se sont introduits. Enfin, on connaît un peu le déroulé. Les Américains n'étaient pas loin. Les Belges... Enfin, les Belges étaient peut-être certains Belges, pas tous évidemment. Il y a des Belges qui étaient informés, ce monsieur dérangeait, ils étaient informés, ils n'ont rien fait pour l'empêcher. Qui, quoi, comment? La vérité n'a toujours pas été vraiment... Le Rwanda n'a rien à voir avec la mort de Kabila, vous pensez? Bien sûr que si, il était dedans aussi. C'était une conjuration, c'était le Rwanda, c'était tous ceux à qui ils se disent, zut, on n'a pas pris le bon cheval, quoi. Oui, on a mis Laurent Désiré Kabila, il est arrivé au pouvoir, il dit, oh merde, on s'est trompé. C'était pas l'homme qu'il fallait. On n'a pas mis le type docile qui est avec nous. Il joue un double jeu. Donc il faut changer les cartes, quoi. Voilà. Mais qui est celui qui a organisé l'affaire jusqu'aujourd'hui, on ne le sait pas. Et quoi le péché, c'est quoi? C'est seulement parce qu'il a manqué un peu d'hypocrisie et qu'il disait les choses comme il l'entendait? Ouais, il a voulu diriger son pays au bénéfice des Congolais.
et pas au bénéfice des étrangers. Les étrangers, c'est-à-dire des pays voisins qui avaient quand même financé l'opération, et les Occidentaux qui avaient soutenu cette guerre, tous ceux qui avaient accompagné la fin d'un Mobutu qui était de toute façon en fin de course, on savait qu'il était malade et il fallait changer, ceux-là voulaient la rétribution de leurs investissements. Colette Braeckman, Kabila meurt, son fils arrive au pouvoir, Joseph Kabila. On va parler de lui un peu, mais une fois qu'il arrive au pouvoir, on dit de lui deux choses. Le premier, c'est qu'il n'est pas le fils de Laurent Désiré Kabila. Le deuxième, qu'il aurait participé à l'assassinat de son père. Est-ce que vous pensez que Laurent Désiré Kabila est le fils de Laurent Désiré Kabila? Joseph Kabila est-il le fils de Laurent Désiré Kabila? Moi, je n'étais pas là à sa naissance, hein, donc soyons quand même prudents dans ce qu'on dit. Mais j'ai rencontré au Congo, dans l'est du Congo, des gens qui ont fêté la naissance des jumeaux de Joseph Kabila. Qui était là lorsque Kabila est né? Qui était dans le maquis. Il avait quand même un petit territoire où il n'y a pas eu beaucoup de gens qui sont allés, mais il y a eu des gens qui sont allés, qui ont vécu et qui ont été là. Moi, je les ai rencontrés, des vieux qui étaient là et qui m'ont raconté. Je n'avais rien demandé. C'était dans le village où j'étais. On a fêté la naissance des jumeaux. On fête les jumeaux. Ben, c'est considéré comme très positif. Ils ont fêté. J'ai dit oui, mais ils étaient les enfants de qui? Bah, ils étaient les enfants de Laurent Désiré et de maman. Donc vous avez les témoignages des vieillards qui ont assisté à la naissance de Laurent, de Joseph Kabila et de sa sœur Janet. Oui, oui. Donc ça, c'est un témoignage patent qui démontre qu'il est bel et bien le fils de Laurent Désiré Kabila. Ils ont fêté, c'était le maquis, c'était encore les maquis près de Fizi. Je pourrais vous trouver le nom, mais c'était des maquis. Ce qu'on appelait Ewabora, Fizi. Près de Fizi. Et il dit, on a fêté, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on a fait une petite fête parce que les jumeaux, c'est toujours une fête. Voilà. C'était les jumeaux. Et après, lui-même me l'a dit, je l'ai appris. Après, lui-même qui est Kabila. Oui, ils ont grandi et puis à un moment donné, leur père a dit ça devient trop dangereux pour moi parce que l'offensive des armées de Mobutu était telle qu'on voulait liquider Laurent Désiré Kabila que le père Kabila a mis sa famille en sécurité en Tanzanie. Il les a fait passer la frontière, ils sont allés vivre en sécurité. Et madame, la maman, maman Sifa, elle vendait des légumes sur le trottoir, elle vendait des légumes en Tanzanie pour vivre, pour nourrir ses enfants et tout ça. Et Joseph Kabila m'a dit, moi, mon père m'a inscrit au lycée français. Mon père m'a inscrit au lycée français de Dar es Salaam. Pourquoi au lycée français? Parce que mon père disait, tu dois parler français, tu dois apprendre le français, c'est la langue de notre pays. C'est la langue du Congo et un jour peut-être que tu retourneras, tu dois parler l'anglais mais tu dois apprendre le français. Et il a insisté et il a suivi des études au lycée français. Et Laurent Désiré Kabila lui-même ne vous en avait jamais parlé parce que dans votre ouvrage vous dites que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps quand même, que vous avez rencontré plusieurs fois. Il vous a jamais parlé de son fils Kabila, Joseph? On parlait, vous savez, un grand leader politique, vous parlez pas des enfants et de la famille et des berceaux et combien d'enfants vous avez. Dans une interview politique, on parle pas des maîtresses, des femmes, des enfants, de la vie privée des gens. On pose des questions politiques. Qu'est-ce que vous faites en Belgique? Quels sont vos projets? Enfin, ce sont des sujets normalement, on n'aborde pas, hein. Oui. Alors l'autre manche de ma question était, est-ce qu'il a quelque chose à voir avec l'assassinat de son père? Parce qu'à un moment donné, même jusqu'aujourd'hui, il y a certains de ses détracteurs qui disent qu'ils savaient, il était dans le coup de l'assassinat de son propre père. Est-ce que vous pensez à cette thèse-là? Vous croyez à cette thèse-là? Je n'ai aucun élément matériel, mais je ne le crois pas. Et je sais aussi, parce que ça je l'ai vécu, que la toute première interview de Joseph Kabila, on le choisit, on le nomme, il prête serment, il est président de la RDC. Je fais sa première interview. Et ça c'est un sentiment personnel. Donc je suis avec devant moi un jeune homme de 28 ans, il vient d'arriver au pouvoir, il n'a pas encore donné d'interview, et puis je suis seule face à lui, il parle français, et puis ça, c'est une réaction humaine que j'ai. Je ne peux pas m'empêcher de dire, mais quand même, son père a été assassiné, dans quelles conditions? À titre personnel, je dis, attendez, l'interview va commencer dans 2 minutes, mais je dois d'abord vous dire, moi, à titre personnel, que j'ai eu l'honneur de rencontrer votre père, Laurent Désiré, et que j'ai eu un contact pendant de longues années avec lui, et je me permets, Monsieur le Président, de vous présenter mes condoléances. Mais ça, c'est personnel, c'est juste humain. Et là, je vois quelqu'un qui est devant moi comme un bloc de glace, qui est ébranlé, qui me regarde. Il faisait connu mon père. J'ai dit, mais oui,
Et là, les choses changent, le rapport change. Il dit, merci, merci madame pour ce témoignage, on va passer aux questions. Mais l'atmosphère était dégelée, le dégel avait eu lieu. Ouais. Ouais, vous voyez, et donc j'avais touché quelque chose de sensible qu'on peut comprendre. Hein, si on vous donne les condoléances après la mort de votre père, on n'a plus la même réaction. Voyez. Vous l'avez rencontré, vous l'avez interviewé. Quelle est l'image qu'il vous laisse, Kabila, Joseph? Parce que ses détracteurs, on disait de lui que c'est un garçon qui n'est pas intelligent, c'est un garçon qui ne connaît pas le dossier, qui n'a pas la maîtrise du pays. Vous l'avez interviewé, vous étiez d'ailleurs parmi les premiers journalistes à le rencontrer. Kabila vous laisse quelle impression quand vous le voyez 1 ou 2, 3 fois? C'est un homme qui ne parle pas facilement. C'est un homme de l'Est. Hein. Il a vécu à l'Est. Il a vécu en clandestinité. Il ne pouvait pas révéler son identité. C'est un homme qui sait se cacher et qui sait aussi cacher ses pensées. Et donc, il va pas vous dire tout. C'est pas un expansif comme les gens de Kinshasa ou les gens de l'Ouest. Ça, c'est sûr. Donc, c'est un homme taiseux. Il va pas vous dire tout ce qu'il pense, va pas vous livrer tous ses projets. Mais c'est un homme intelligent, un homme qui réfléchit. Il vous impressionne? Ben, tout à fait, par son intelligence et tout. Et alors, les Congolais aussi, les gens de Kin, quand je suis sortie, moi, de ces interviews, ils me disaient, ah, tu as rencontré Joseph, est-ce qu'il parle français au moins? Je dis, ben, tu veux écouter mon enregistreur ou quoi? Tu vas bien voir qu'il parle français. Bien sûr, il parle français. Alors, ils étaient là, ils écoutaient l'enregistreur. Ah, mais oui, il parle en français. Je dis, mais oui, il parle français. Pas avec un débit rapide. Il parle français comme on parle français dans les provinces de l'Est ou voisines du Kenya, de la Tanzanie, avec un peu de retenue et tout ça. Parce que c'est un grand pays. Il parlait pas comme les Quinois ou comme les gens de l'Ouest. Mais alors? Il gère le pays pendant 18 ans. Là aussi, il y a à boire et à manger. Il y en a qui disent de lui qu'il a vendu le pays, qu'il a détruit les pays avec les brassages, les mixages, qu'il aurait déstructuré l'armée, qu'il aurait favorisé la corruption, etc. De l'autre côté, ses affinés, ses laudateurs disent que c'était un homme intelligent qui a pris un pays qui était partitionné. Il a réussi à ravauder ce pays-là, à mettre les gens autour. Il a donné la constitution, les institutions. Vous l'avez rencontré, vous avez étudié l'histoire de ce pays. Quelle est votre vision de la gestion du pays par Kabila? Est-ce que vous pensez que c'était un homme qui doit rentrer dans le panthéon de l'histoire de ce pays, ou plutôt un homme qu'il faut jeter dans la poubelle, comme l'UDPS l'a dit aujourd'hui, par exemple? Ben, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, de toute façon, c'est comme Mobutu, qu'on l'aime ou on ne l'aime pas, mais de toute façon, il appartient à l'histoire du pays. Laurent Désiré Kabila, il a succédé à Mobutu, c'est le tombeur de Mobutu. Joseph est celui qui a pris la relève et qui a quand même remis ensemble ce pays. Et voilà, l'Est, les gens de l'Est rêvaient d'être réunifiés. Les gens de l'Est n'ont jamais voulu être séparés de Kinshasa. Ils forment un grand pays. Et Joseph Kabila, il a essayé de relier les morceaux. Et il a fait des concessions parce qu'il était bien obligé d'en faire. Il les a faites. Et puis finalement, il passera à l'histoire comme celui qui a essayé de réunifier le pays. Malheureusement, aujourd'hui, le Congo est de nouveau éclaté. On connaît l'histoire. Vous êtes plutôt positif quant à son action pendant ses 18 ans au pouvoir? En tout cas, il a essayé. Il a essayé. Évidemment, on peut reprocher aussi, il ne s'est pas oublié lui-même. Il s'est enrichi, bien sûr. Il ne s'est pas oublié. Est-ce que vous connaissez beaucoup de Congolais qui, présidents du pays, se seraient oubliés eux-mêmes? Si vous pouvez me les citer, vous avez un scoop. Donc, au Congo, quand on devient président de la République, on s'oublie pas, quoi. On devient multimillionnaire, milliardaire, etc. Si vous pouvez me citer quelqu'un qui devient président, qui est aussi pauvre après 5 ans quand il est arrivé, je vous dis, vous avez un scoop mondial. Donc, c'est un pays où on accède dans des fonctions de l'État, dans des fonctions politiques pour s'enrichir d'une certaine manière. Et vous savez pourquoi? Parce que les Belges, en 60, ont fait le lien entre la politique et l'argent. Quand on a tué Lumumba et qu'on a acheté des gens pour être au pouvoir et qu'on a dit les Belges vont vous soutenir, etc., on les soutenait pas seulement politiquement, hein. Il y avait des enveloppes, on les soutenait. Donc on a fait ce lien. La politique, c'est de l'argent. L'argent va vous amener... Voilà. Et on a fait ce lien maudit entre la politique et l'argent. Ce lien, il existe pas seulement au Congo, il existe en Occident beaucoup. Hein, voilà. Et donc, il est toujours là. Colette Brackmann, Kabila, finalement, après beaucoup de choses, il cède le pouvoir à Félix Tshisekedi, qui a vécu ici chez vous en Belgique pendant 40 ans. Est-ce que vous l'avez connu ici en Belgique, Félix Tshisekedi? Vous l'avez vu dans les milieux politiques, vous qui étiez déjà en contact avec la classe politique, la diaspora politique congolaise vivant ici.
Est-ce que vous êtes arrivé de rencontrer Tshisekedi ici dans le milieu de la politique? Non, j'avoue que je rencontrais beaucoup de groupes militants du temps de Mobutu. Je connaissais bien les gens de l'UDPS, des combattants qui étaient les fondateurs de l'UDPS qui venaient en Belgique ou qui vivaient en Belgique, des réfugiés politiques. Je les connaissais. Quand j'allais à Kinshasa, j'allais rencontrer le père Tshisekedi, Étienne Alimété, c'est un Québru. Je le vois encore dans son petit bureau, qui lisait un livre, Maman Marthe qui ouvrait la porte. Enfin, chaque fois que j'allais, je me faisais un devoir de rencontrer Étienne Tshisekedi. Je l'ai vu quand il était battu en rue, jeté dans un autocar. Je l'ai vu quand on l'a envoyé dans sa province d'origine et tout ça. Tous ces combats-là, je les ai vus au Congo. Ici à Bruxelles, j'ai vu des militants qui manifestaient pour soutenir Tshisekedi, des gens de partis différents qui étaient là, Aubert Mukendi et d'autres qui étaient actifs dans l'opposition. Mais Félix, non, parce que je pense qu'il vivait sa vie, mais il n'était pas au premier rang, si vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites qu'il vivait sa vie? Il a étudié un petit peu, il devait gagner sa vie, quoi. Il était réfugié politique. Il n'est pas arrivé riche, hein, il n'est pas arrivé en Belgique avec des moyens, donc il devait gagner sa vie comme tout le monde. Et on dit qu'il travaillait comme livreur des pizzas, ça vous avez aussi. Oui, il faut pas simplifier non plus. Je sais pas ce qu'il faisait. Mais il vivait honnêtement. Je crois qu'il vivait honnêtement en Belgique, en gagnant sa vie, comme le fait. Vous dites qu'il a étudié alors que nos confrères des Libres Belgiques ont démontré ici qu'il n'avait pas étudié et qu'il avait même présenté un faux diplôme. Tout ça c'est possible. Ça, je ne suis pas entrée là-dedans, j'ai pas vu ce faux diplôme. Tout ça sont des histoires, quoi. Après coup, c'est facile. On dit que Kabila n'avait pas étudié, sauf qu'il est allé à l'université de Makerere, que maintenant il a fait un doctorat en Afrique du Sud. Donc il est quand même. Je parle de Kabila. Il a quand même étudié aussi. Tshisekedi, est-ce qu'il avait de l'argent pour étudier? Est-ce qu'il n'y avait pas des impératifs de gagner sa vie, quoi? Quand vous êtes réfugié politique en Belgique, vous n'êtes pas riche, hein, il faut quand même. Vous parlez de Tshisekedi, Étienne, que vous avez connu, que vous rencontriez. Est-ce que vous pensez que le fils incarne les valeurs, les idéaux, l'idéal du combat que le père a mené? Est-ce que vous trouvez le trace de la vie et de l'idéal du combat qu'Étienne Tshisekedi a mené dans son fils Félix Tshisekedi? Est-ce que vous voyez quelques bribes comme ça chez le fils? Mais moi, je l'ai interviewé quand même plusieurs fois en Qui, tête. Étienne ou Félix? Les deux. Okay. Les deux. Étienne. Étienne avait une vision de son pays. Il avait un passé, quand même, Étienne Tshisekedi, avec tout son idéal, mais il a quand même un passé de fondateur du Mobutisme. C'est lui qui a rédigé la charte du parti. Il a quand même eu 20 années où il était ministre de la République sous Mobutu. Et après, il est devenu un opposant, un homme courageux, tout ce que vous voulez. Mais donc, il a un passé contrasté. Bien. Félix aussi, quand il était ici, il était un opposant, il devait vivre, il devait gagner sa vie comme font tous les réfugiés politiques. Voilà. Mais quand on parle avec lui, et je vous assure j'ai fait des interviews en tête à tête avec personne à côté pour lui dicter ce qu'il devait dire. C'est clairement un homme intelligent qui dit des choses qui sont structurées et il n'a pas récité des trucs qu'il avait appris 5 minutes avant l'interview parce qu'il ne connaissait pas les questions. J'avais pas donné mes questions avant, à l'avance, rien du tout. Il répondait d'une façon structurée, intelligente, logique, qui méritait d'être entendu. Et là, c'est la journaliste qui parle, qui méritait d'être enregistrée et reproduite telle quelle dans mon journal. Et c'était intéressant. Donc, il faut pas non plus caricaturer les gens. C'est pas parce qu'on n'a pas collectionné 3 diplômes d'universitaire qu'on n'a pas un sens politique. Et je pense aussi que dans une famille comme celle de Tshisekedi, comme dans la famille de Lumumba, on parlait politique le soir quand personne n'était là, qu'il n'y avait pas de journaliste. On parlait politique. Il y a aussi une éducation qui peut se faire dans le milieu dans lequel on vit. Vous voyez ? Ça fait 8 ans aujourd'hui qu'il est au pouvoir. Qu'est-ce que vous dites de sa gestion ? Aujourd'hui, ses détracteurs disent qu'il se révèle dans la peau d'un tyran, d'un dictateur. Beaucoup de gens sont dans l'exil. Les cachots privés, clandestins, explose dans ce pays-là, la liberté d'expression et d'opinion seraient réduites aujourd'hui.
8 ans pratiquement au pouvoir, qu'est-ce que vous dites de la gestion du pays par le fils de Tshisekedi Lumumba? Je trouve que quand il est arrivé, il avait de bonnes idées. Quand il est arrivé au pouvoir, d'abord, il est quand même allé à Kigali, il a essayé de faire la paix avec Kagame. Bon, après ça a dévié. Il a pris des mesures dans l'enseignement, il a construit des écoles. Cet homme avait de bonnes idées, des idées généreuses, progressistes et tout. Mais après l'argent a parlé. C'est-à-dire? L'argent, le goût de l'argent, la nécessité de l'argent, l'éternelle malédiction du Congo, c'est le lien entre la politique et l'argent. Donc vous pensez qu'aujourd'hui il court derrière l'argent, il se consacre sur... Il ne doit même pas courir, l'argent arrive tout seul. Vous dites quoi? Que l'argent l'a déraillé de ces bonnes pensées qu'il avait au départ? L'argent était là, le pays est trop riche. Vous faites de la politique, l'argent arrive de lui-même. On vient, on vous propose des marchés, on vous propose des choses. L'argent vient de lui-même, ce pays est trop riche. Vous voyez? Donc 8 ans aujourd'hui, vous dites quoi? Qu'il est sur la bonne voie, qu'il a perdu le repère, que c'est un dictateur, c'est un tyran, comment vous le qualifiez? Moi, je critique des choses sur le plan intérieur. C'est la répression, c'est tout ce que vous avez dit, les arrestations arbitraires, la répression, le fait que c'est pas bien la manière dont on traite son prédécesseur, Joseph Kabila. C'est pas dans les accords républicains, c'est pas fair play, quoi, de confisquer ses biens, etc. Tout ça n'est pas fair play. Ça, je pense. Et alors de céder à l'éternelle tentation de rester au pouvoir plus longtemps, de croire qu'on est indispensable, c'est une tentation très dangereuse. Par contre, moi je suis d'accord quand il se bat pour l'unité de son pays, il refuse la partition et qui dit qu'il faut réunifier, qu'il est contre l'occupation de l'Est, parce que là il correspond au sentiment patriotique de ses compatriotes. Les gens de l'Est, ils veulent pas se séparer du reste du Congo. L'unité du pays est une réalité et là Félix est en phase avec ça. Alors les moyens qu'il utilise, on peut discuter. Est-ce que c'est la bonne méthode d'aller courtiser Monsieur Trump pour que les Américains vous consolident au pouvoir? Je pense que c'est un allié fragile, malgré sa puissance financière. Trump est un allié fragile et délicat. Et moi, je ne parierai pas sur Trump, mais bon. On va peut-être parler de ça quand on va parler dans très très peu de temps ici de la situation dans l'Est de la République. Mais vous venez d'ouvrir une parenthèse. C'est la question du changement de la Constitution. Mais c'est dangereux. Il dit qu'il faut changer la Constitution parce que cette Constitution n'est plus en adéquation avec nos réalités, que c'est une Constitution rédigée de l'étranger et qu'il faut donner la parole au peuple. Est-ce que vous pensez qu'il a raison aujourd'hui de remettre en cause la Constitution de la République démocratique du Congo? C'est une constitution qui a été rédigée avec l'aide d'experts étrangers, mais quand même avec beaucoup de Congolais, parmi lesquels des experts et non des moindres, des intellectuels et non des moindres qui ont participé à ça. Et c'est une constitution qui a été votée par les Congolais eux-mêmes dans le secret de l'isoloir. J'étais là, je l'ai vu. Les gens ont voté cette constitution. On ne peut pas priver les gens comme ça de cette constitution qui leur appartient et qui est le garant d'une certaine unité du pays, unité qui est en train de se perdre avec les problèmes de l'Est aujourd'hui, l'occupation de l'Est. Et donc, on ne peut pas jouer avec ça. Vous dites que c'est dangereux. Il joue à un jeu dangereux en voulant changer la Constitution? Oui. C'est dangereux, parce que c'est le socle, pour l'instant, c'est le socle de la solidité du pays, même si l'Est, pour le moment, est occupé. Les gens de l'Est n'ont pas fait sécession. Ils sont occupés par un pouvoir étranger qui les contrôle. Ils ne sont pas libres de leur choix. Mais si vous leur demandez, ils rêvent de revenir dans l'entité congolaise. Donc, on doit être extrêmement prudent. Donc, vous êtes, à titre personnel et comme journaliste, contre la manœuvre que mène Tshisekedi aujourd'hui pour changer la Constitution? Il fait ce qu'il veut, mais je trouve que c'est imprudent. Moi, je vais pas me prononcer, mais je trouve que c'est imprudent. Et que je trouve aussi, ça c'est juste un point de vue réaliste, on ne peut pas se battre sur tous les fronts à la fois. Or, il a un front militaire qui n'est pas rien, qui est la guerre à l'Est, c'est quand même pas peu de choses. Maintenant, il a le front Ebola, il faut lutter contre l'épidémie, il y a beaucoup de choses. Voilà, et on peut pas disperser ses forces. Et maintenant, il a ouvert le front de rester au pouvoir plus longtemps, de modifier la Constitution. Ça, c'est un front qu'il a ouvert pour lui-même. C'est beaucoup. Vous pensez que ça va l'emporter tragiquement? C'est trop risqué pour lui? C'est beaucoup. Je trouve que c'est beaucoup, que c'est dangereux. On peut pas se battre
sur 3 ou 4 fronts à la fois. Et vous croyez à l'action menée par la coalition 64 qui aujourd'hui, avec le soutien de l'Église catholique, disent non? Est-ce que vous pensez que Tshisekedi sera arrêté dans sa volonté d'échanger la Constitution ou va-t-il aller jusqu'au bout? Est-ce qu'il ira jusqu'au bout contre la population et à quel prix? L'avenir le dira, mais c'est dangereux. Je trouve que c'est dangereux et c'est dommage. Et c'est dommage. Il aurait dû respecter les règles. Parce que le pays est fragile. Le pays, après Joseph Kabila, nous aussi long règne de Kabila, la transition était déjà un petit miracle. Moi, je trouvais que les débuts de Tshisekedi étaient très bien. Quand il est allé au Rwanda, quand il a pris des mesures qui étaient très bien. Ses débuts étaient vraiment intéressants, raisonnables. C'était très bien. Et après, il est parti dans des rêves. Je vous avais dit que c'est l'argent qu'il a dévoyé. L'argent, les conseillers, qui est-ce qui est autour de lui? Il faut toujours voir qui le conseille. Hein. Mais dans ce contexte où il fait face à plusieurs fronts, il y a notamment la guerre dans l'Est de la République avec de l'FCM23. Je vous ai vu à Goma 2 jours après la chute des Goma. Aujourd'hui, au Congo, les avis sont partagés. Il y a les Tshisekedistes qui disent que c'est des pantins, des marionnettes utilisées par le Rwanda, etc. De l'autre côté, il y a d'autres qui disent, comme les Franck Diongo et les autres, qui nous disent non, ce ne sont pas des pantins, c'est des révolutionnaires et ils luttent sur base de l'article 64 de la Constitution contre la tyrannie des Kabila. Vous, journalistes et spécialistes de ce coin, quelle est l'image que vous avez? Sont-ils des pantins, des marionnettes utilisées par le Rwanda ou sont plutôt des gens qui résistent à une dictature que Tshisekedi tente d'imposer dans le pays? Il faut mettre les choses dans... Les séquences doivent se dérouler dans l'ordre. Au début, il y a eu le M23 qui a eu le soutien direct et évident, tous les rapports de l'ONU le disent, de Kigali. Si Kigali ne les avait pas aidés, ils ne seraient pas là où ils sont. L'armée rwandaise est un élément essentiel. Le contrôle et la prise de décision se passent à Kigali et pas à Goma. Ça, et tout le reste, c'est de la littérature et tout ça. Et ces gens sont là parce que Kagame le veut bien. Et demain, pour des raisons diverses, Kagame va peut-être les abandonner pour mettre quelqu'un d'autre à la place. Je ne sais pas, on en parlait tout à l'heure. Ok, ce sera la décision. Vous pensez qu'ils n'ont aucun... Ils sont téléguidés, ils sont... Ils essayent. Ils ont combien d'argent, combien de divisions, combien d'armes? Est-ce qu'il s'est tiré à la Kalachnikov, Nanga? Est-ce qu'il s'est tué quelqu'un de sang-froid? Non. Ceux qui savent faire ça, c'est les Rwandais. Ils le feront pour lui, jusqu'à un certain point. Et puis, à un moment donné, il va jouer son propre jeu. Bonne chance, hein. Ça n'arrivera pas. Un beau jour, il dira, comme il m'a dit à moi, un jour, j'irai à Kinshasa. Ah oui, et avec quel avion, quel véhicule, quelle armée, quelle troupe? Nanga vous a promis qu'il ira à Kinshasa un jour? Ça fait partie de ses rêves, hein. Vous avez dit que c'était une illusion, de quoi que Mais oui, j'ai failli lui dire avec qui, quelles troupes et quels avions, et quelles forces. Si les voisins ne sont pas là, vous irez en autostop ou quoi? C'est-à-dire quoi? Vous ne donnez pas une chance. Vous trouvez que c'est un mouvement qui n'est pas sérieux, qui n'avancera pas vers Kinshasa. Vous pensez que c'est quelque chose qui est appelé à disparaître? Il y a une de leurs revendications, une ou deux, qui sont légitimes, qui sont la sécurité des frontières rwandaises. Ça, je comprends très bien. Parce qu'un pays comme le Rwanda, qui a traversé un génocide, qui sait que les Hutus n'ont pas renoncé, et ça, il faut pas raconter d'histoire. On me dit, oui, mais ils sont vieux, il y a 30 ans, ce sont des patriarches maintenant. Ah, les Hutus qui ont traversé la frontière, ils ont eu des enfants, et je peux vous dire, et c'est aujourd'hui, moi j'en ai rencontré, hein, ces enfants s'appellent entre eux les CRAPS, Commandos de recherche et d'action en profondeur, c'est-à-dire ça c'est la dénomination française, des troupes françaises. Et donc ces jeunes-là, ils ont 20 ans, ils ont suivi des entraînements militaires, ce sont des jeunes Hutus rwandais qui ont suivi des entraînements militaires qui au début, plus maintenant, au début étaient menés par des Français qui rêvaient de revenir au Rwanda, de chasser Kagame et de remettre en place des gens de l'ancien régime. Et ces gens-là, les descendants de ces gens-là, sont toujours au Kivu. Et malheureusement, je suis triste de le dire, ces gens-là sont écoutés dans l'entourage de Tshisekedi, ce qui est une faute majeure. Quand dans l'entourage de Tshisekedi, vous rencontrez des gens qui participent à l'idéologie qui a mené au génocide des Tutsis il y a 30 ans, et que vous pensez que Kagame ne le sait pas,
vous êtes un idiot. Que vous pensez que Kagame ne va pas prendre de mesures, vous êtes aveugle ou quoi. Kagame, évidemment, se protège de ça. Et ça, c'est une erreur, comme on dit dans les jeux, hein, erreur fatale. Ça, c'est vraiment une grosse erreur. Et c'est une erreur de Tshisekedi. Non, mais Tshisekedi fait l'erreur quoi? D'entretenir les FDLR, de recevoir le fils de Biarimana chez lui à la maison. Vous dites donc, ce qui se passe dans l'Est, c'est Tshisekedi dans son inconscience qui l'aggrave. C'est une erreur, une erreur de prendre l'ennemi. Son ennemi, c'est Kagame. Bon, pour des raisons. Mais de prendre des gens comme ça qui ont participé à l'idéologie génocidaire, sont peut-être trop jeunes pour avoir commis le génocide, mais l'idéologie est toujours là. Et tout, ça, c'est, comme on dit dans les jeux, c'est erreur fatale. Ça, c'est difficile, parce qu'il ne sera jamais légitime avec des amis comme ça. Ça, vraiment... et pourquoi est-ce qu'il s'est laissé aller là-dedans ? Par ignorance. Il avait quel âge au moment du génocide au Rwanda? Il n'était pas à l'école primaire, hein, il savait quand même ce qui se passait. Il doit mesurer, il le sait, puisqu'il est allé à Kigali. Le traumatisme, la peur des Rwandais, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte, jusqu'aujourd'hui. Non, mais quand on dit que la question du FDLR, c'est un prétexte que le Rwanda utilise, ils sont au nombre de combien? Ils sont vieux. Le Rwanda a fait plusieurs expéditions au Congo. Pourquoi le Rwanda lui-même ne les extermine pas? On dit d'ailleurs que la plupart des FDLR sont dans des régions aujourd'hui contrôlées par l'FCM 23, dont vous dites qu'il est soutenu par le Rwanda. Est-ce que c'est pas un prétexte utilisé par le Rwanda pour être présent à l'RDC? Est-ce que les FDLR sont-elles une menace aujourd'hui pour le Rwanda? C'est pas un prétexte que le Rwanda utilise. Les FDLR, en tant que tels, peuvent être utilisés comme un prétexte. On dira, oh oui, mais ça, c'est l'excuse que le Rwanda... Mais il y a des gens qui ont l'idéologie et qui sont dans le système congolais. Et c'est aussi en partie la faute des maladresses du Rwanda. Hein. Quand le Rwanda, puissance occupante, commet des massacres au Congo, bombarde des villes, bombarde Kisangani, moi j'étais là, je l'ai vu. Bon, il faut pas s'attendre à ce que les Congolais soient des amis non plus. Hein. Donc, le Rwanda de Kagame a eu le chic de se créer des ennemis au Congo aussi. Ça, c'est la triste réalité. Mais il faut tenir compte de tout ça. Mais donc, l'exigence de sécurité de Rwanda, c'est à la fois un prétexte, mais le traumatisme est quand même réel aussi. Comment s'en sortir, Colette Braeckman? Aujourd'hui, la guerre est là. On tue encore, on viole encore. Oui. Il y a des violations des droits de l'homme dans cette partie du pays. Comment s'en sortir? On sait qu'ils ont signé un accord avec Washington. Est-ce que vous donnez une chance à ces accords? Est-ce que vous pensez... Qu'est-ce qu'il faut faire pour finalement que la paix revienne dans ces coins de la République éternellement? Il faudrait trouver des gens de bonne foi. Il faut d'abord trouver des gens de bonne foi. Or, à Kigali, est-ce qu'ils sont de bonne foi? On a tellement entendu dire qu'ils n'étaient pas au Congo, alors qu'on les voyait à tous les coins de rue, qu'on peut quand même douter de... Donc le Rwanda n'est pas de bonne foi aujourd'hui. Il n'a pas envie de la... Bien sûr que non, et l'Ouganda non plus. Enfin, on ne parle jamais des ADF. Bon, les ADF, ok, c'est une milice musulmane qui opère dans l'Ituri. Ok, ce sont des tueurs, tout ce que vous voulez, islamistes, etc. L'Ouganda n'a jamais importé autant d'or dans ses raffineries d'Ouganda que maintenant. Donc, si j'étais Museveni, je dirais merci les ADF, parce que grâce à eux, tout l'or de l'Ituri arrive dans les raffineries ougandaises et enrichit le régime ougandais. Donc, il y a un double jeu de l'Ouganda aussi, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est quand même bien réel. Mais du côté de Kinshasa, vous pensez qu'il y a la bonne foi? Du côté de Tshisekedi? Vous parlez de la mauvaise foi. Est-ce qu'il y a les bons sens à Kinshasa? C'est difficile à savoir. Je crois qu'il y a une volonté de gagner la guerre. Il y a à la fois une volonté légitime du point de vue du pouvoir congolais. Je parle pas de Tshisekedi, mais du pouvoir en place, quel qu'il soit. Et une volonté légitime et qui correspond aux vœux de la population de réunifier le Congo dans ses frontières de 1960 et donner l'impérium à Kinshasa. Cette volonté, elle est légitime. Maintenant, il y a la méthode. Les méthodes, on peut en discuter. Si c'est l'argent, la corruption, céder des choses à Donald Trump, etc. On peut douter de la sincérité de l'appui américain aussi, quoi. On tend petit à petit vers la fin de cette vision. Colette Braeckman, il y a un rapport qui vient de sortir des Nations Unies. J'ai vu que vous étiez en train de les lire. Il y a beaucoup de choses qui s'y racontent à l'intérieur. La question des FDLR, la question de l'Ouganda qui pille lors du Congo. Il y a aussi les Nations Unies qui disent que Kabila voudrait réformer l'FCM 23 pour prendre... Est-ce que vous croyez en ces rapports? Vous pensez que les éléments qui y sont développés sont des éléments de nature à être crédibles?
Ben, moi, je lis les rapports des experts de l'ONU presque tous les 6 mois, en tout cas très attentivement depuis 2 ans. Je trouve qu'ils sont quand même très très bien informés, qu'ils sont sur le terrain, ils prennent des risques pour avoir ce type d'informations. C'est très crédible, mais c'est accablant aussi. Hein. C'est accablant quand vous lisez qu'il y a combien 8 000 ou plus 10 000 soldats rwandais qui opèrent. On parle de 7 à 10 000 7 à 10 000, mais enfin c'est énorme. Qui sont dans l'Est de la République. Donc c'est énorme, ça s'appelle une agression, une occupation totalement illégitime. C'est dans les rapports des experts, et je pense que c'est très crédible parce qu'ils sont crédibles. Ce que je lis pour l'instant, c'est toute la description justement de l'Ituri, des ADF, de la cruauté des gens des ADF et tout ça. Bon, je crois que ces experts sont comme des photographes, quoi. Ils sont là, ils font des photos et puis ils font des rapports, et après les politiques en feront l'usage qu'ils voudront, mais hélas, c'est très crédible. Et le Rwanda, je terminerai avec ça, l'Ouganda dans une moindre mesure, mais le Rwanda a tout de même réussi à reconstruire son pays avec l'argent tiré du Congo. Les fonds, les bénéfices qu'ils ont tirés du commerce des matières premières, Kagame les a peut-être investis dans je pense qu'il a une belle voiture ou quoi, mais pour lui c'est pas ça l'important. Il a reconstruit son pays, il a refait des routes, et ça, vous allez au Rwanda, vous le voyez. Il a pas 36 villas de luxe dans le monde entier. Il a reconstruit ce pays avec cet argent. Ça, c'est peut-être aussi la leçon qu'on doit tirer du Rwanda. C'est sa faute, c'est plutôt les problèmes des gouvernants, c'est les sérieux du Congo qui laissent faire d'une certaine manière. Ben oui, le Congo, on se construit des maisons, des villas, on fait de la spéculation immobilière, on met de l'argent dans autre chose. Ok, mais pendant ce temps-là, le pays ne se reconstruit pas non plus, quoi. Ça, c'est le problème congolais. Et je vous dis, il n'est pas récent, il date des années 60. Ah ben oui, vous avez dit que ça a été inoculé. On a inoculé le virus, les Belges en partie, le virus du lien entre la politique et l'argent. On parle des virus Ebola. Eh bien, l'Ebola des années 60, c'était le virus du lien entre l'argent et la politique. Et on l'a inoculé à cette population congolaise qui n'était pas contaminée à cette époque-là. Mais le virus, il a fait son chemin depuis. Je suis surpris d'entendre tout ça de votre bouche, alors que certains de vos détracteurs disaient de vous que vous êtes un pro-rwandais, que vous êtes un journaliste qui défend Paul Kagame, mais que voilà, je suis surpris de vous d'entendre que le Rwanda est un pays agresseur, que ses militaires sont dans l'Est, alors que vos détracteurs ont toujours dit que vous aviez une certaine proximité avec Kagame et que vous étiez un pro-rwandais, quoi. Bah, la différence avec les détracteurs, c'est que moi, je vais sur le terrain. Moi, je vois les choses, je parle avec les gens. Je parle avec les Congolais. Donc je sais ce que les gens pensent, disent, et il y a des choses que je vois aussi. Voilà. On va vraiment terminer. Ça doit être une des dernières questions, Madame Brackman. On va boucler cette partie de l'Est de la République. Vous dites que vous donnez aucun avenir à la rébellion que Corneille Nangaa mène. On dit qu'ils sont dans des zones libérées, que là-bas il y a la paix, qu'il y a la sécurité, qu'il y a une grande différence entre ce qui se passe aujourd'hui à Goma, Bukavu et ce qui est fait à Kinshasa. Est-ce que vous avez une idée? Il le gère certainement avec autorité, avec des méthodes efficaces apprises au Rwanda. Autorité, les trucs fonctionnent, les routes sont là, il y a des barrages, on peut circuler, tout, mais avec un contrôle absolu, un manque de liberté évident. Enfin, l'argent ne circule pas, mais ça c'est pas de leur faute. Ça c'est Kinshasa qui bloque. Enfin, c'est une région occupée, quoi. Les gens vivent sous occupation. Vous savez, en Belgique, moi j'étais pas encore née, mais quand les gens vous racontent que sous le règne des Allemands, on vivait aussi en Belgique. On était simplement sous le règne des Allemands et on obéissait aux Allemands, quoi. Il y avait la résistance et les gens n'aimaient pas, mais on pouvait dire, oui, mais la Belgique était gérée. Oui, elle était gérée, mais ils étaient quand même contents d'être libérés aussi. Hein. Non, mais quand on parle de rapports de Human Rights Watch qui les accablent, qui disent que Nangaa viole les droits de l'homme, etc., qu'il y aurait des prisons, etc., vous donnez raison à ce que Human Rights Watch dit, par exemple, contre mais il y a 2 jours... Ils sont ce que décrivent ces rapports des Global Witness, des Human Rights Watch. Mais sous mes yeux, moi j'étais à Goma, il y avait un chanteur qui chantait contre Tshisekedi, contre le pouvoir et tout, qui avait été mis en prison avant la chute de Goma parce qu'il dénonçait la corruption de Tshisekedi et tout ça. On le met en prison. La prison est ouverte et on prend la ville, il s'évade de la prison et la première chose qu'il fait, c'est composer une nouvelle chanson qui dénonce les envahisseurs, les occupants, etc. Une nouvelle chanson. 3 jours après, il a été abattu sous mes yeux. Vous parlez d'Idengo. Sous mes yeux. Lui, Delgado. J'étais en rue, il a été abattu. Vous étiez là à Goma quand il a été abattu?
battus. J'étais là, j'ai entendu un coup de feu, j'ai vu les gens bouger, j'ai dit, ouh, qu'est-ce qui se passe? On va aller au coin de la rue. Je suis arrivée quelques minutes après, il couchait par terre, sa famille pleurait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a été abattu, une balle dans la tête. Je dis, mais qu'est-ce qu'il avait fait? Ah, il avait fait une chanson contre le régime actuel. Oui, il s'était évadé de la prison. J'ai pourquoi il était en prison? Parce qu'il avait fait une chanson contre Tshisekedi. Delcat était un Congolais de base il n'acceptait pas la corruption de Kinshasa, il n'acceptait pas l'occupation des rebelles, et il a pris une balle dans la tête. Et il n'est pas le seul. Et j'ai lu dans les dépêches, je ne suis pas là-bas maintenant, dans les dépêches, que des gens qui fêtaient le score des léopards, le but des léopards dans le championnat du monde du Congo. Bah, le match contre l'Ouzbékistan, oui. Ouais, ben c'est ça, mais ils ont été abattus, hein, parce qu'ils fêtaient à Goma le goal du Congo. Ils étaient avec le Congo, ils fêtaient l'équipe congolaise. J'ai lu ça dans les dépêches il y a 2 jours. On peut vérifier. Donc, est-ce que c'est vrai ou pas? Mais j'ai lu ça sur le fil information. Les gens regardent les matchs et ils sont pour qui? Pour l'équipe congolaise. Ah oui. Et quand Lukaku, je peux vous dire que quand Lukaku, qui est dans l'équipe belge, marque un but au profit de l'équipe de Belgique, les Congolais de tout le Congo fêtent Lukaku congolais. Hein. Donc, au regard de ça, qu'est-ce que vous voulez dire? Que ces ONG ont raison de publier ces rapports-là? Ben oui, elles ont raison. Il faut dire que les Congolais restent nationalistes, restent patriotes, ils croient dans leur pays, que ce soit à Goma, à Bukavu, moi je parle avec eux régulièrement, ils croient dans leur pays, ils rêvent d'un grand Congo pacifié et tout. Et ce Congo-là, moi j'y crois aussi, moi je crois qu'un jour ça arrivera. Allez, je ne sais pas avec qui, mais ça arrivera. Terminons complètement cette histoire de l'FCM 23. Vous leur donnez pas une marche victorieuse comme l'AFDL. Ils n'arriveront pas à Kinshasa selon vous. Vous ne voyez pas Nanga et ses hommes arriver à Kinshasa, non, hein, de votre expérience, de vos analyses. Si, ils peuvent arriver, mais ils arriveront avec des véhicules étrangers. C'est-à-dire avec les jeeps des Rwandais. Mais Kabila l'a fait, non? Kabila est arrivé avec, en 97, Kabila est arrivé avec le Rwanda, ça c'est clair, non? Justement, mais eux, ils arriveront avec les jeeps des étrangers, quoi. C'est pas exclu, donc vous pensez qu'ils peuvent aujourd'hui arriver à Kinshasa, ils peuvent marcher? Tout est possible, trouveront peut-être des alliés en cours de route, des alliés politiques. Mais le peuple, la population, je ne crois pas. Colette Brackman, on va terminer. Juste un petit mot pour terminer complètement le Rwanda. Vous avez écrit les livres Histoire d'un génocide. Quand vous parliez du Rwanda, vous avez parlé de la manipulation et de l'inaction internationale. Vous accusez la Belgique d'avoir planté le décor de ces génocides en amenant sa vision ribalo-ethnique, wallon et flamand. Donc pour vous, la Belgique a à voir quelque chose dans ce qui s'est passé au Rwanda, par exemple? Pas dans les événements tels qu'ils se sont déroulés, évidemment. Mais dans la culture. Mais dans la culture, dans la genèse, oui, la Belgique, par sa lecture coloniale, a contribué à la division entre les Rwandais. C'est une lecture qui établit la différence entre des Tutsis qui sont, je mets des guillemets, nés pour diriger, nés pour gouverner, et les Hutus qui sont des paysans qui sont nés pour obéir. C'est la Belgique qui a inventé ce genre de division parce que la société rwandaise était beaucoup plus compliquée, beaucoup plus complexe, et même un paysan Hutu avait des accès au Mwami, à la monarchie. C'était pas du tout des stratifications aussi simples. Mais le colonisateur, il arrive, il connaît rien, et donc il met des divisions simplistes parce que c'est plus facile pour diriger. Mais donc le virus de la division a été inoculé. C'était quand même de vieux royaumes, hein, le Rwanda, le Burundi, même le Bouganda, qui existaient depuis des siècles et qui fonctionnaient. Vous voyez, donc, mais les Blancs sont arrivés et ils ont plaqué leur propre lecture. Voilà, ils ont plaqué leur propre lecture sur des réalités ethnologiques, politiques, qui étaient beaucoup plus compliquées. Mais c'est ça le privilège du dominateur. Sauf que la raison du dominateur, à terme, elle ne tient pas. Elle se réveille, réveille comme un facteur de division et finalement une cause des guerres. On va terminer cette émission, Colette Brackman, avec notre ami Micro, votre chat qui nous a accompagnés. Écoutez. Il s'appelle Micro, il est tellement beau, il est gentil. La dernière pour boucler la boucle.
Alors, puisqu'on parlait du génocide, ça va être la dernière question, probablement pour finir cette émission, Colette. Moi, je vous lis à gauche et à droite. Je remarque qu'il y a une sorte de schisme sur la question du génocide. Hein. D'un côté, vous avez des messieurs comme Charles Onana, comme Payon, qui accusent l'APR de Paul Kagame d'avoir été à la base de ce qu'on appelle le génocide, avec l'abattage de l'avion Falcon du président Habyarimana le 6 avril 1994. De l'autre, il y a des gens comme Bernard Menguin avec son ouvrage Les cris du Falcon. Et vous aussi, on vous met dans ces lots-là des gens qui estiment que c'est pas l'APR, c'est plutôt l'environnement qui a raison, qui a tort. Est-ce que l'APR, est-ce que Paul Kagame ont à voir également dans ces génocides qui s'est passé au Rwanda en 1994? Non, je crois qu'à l'époque, c'était, faut revenir 30 ans en arrière, mais moi je pense que Habyarimana, qui avait signé les accords de paix d'Arusha, Habyarimana était un homme fini de toute façon, parce qu'il avait cédé et que les durs du régime considéraient que il avait lâché prise et qu'il devait disparaître. Moi j'étais au Rwanda avant le génocide, on sentait bien la tension, j'ai vu de mes yeux, j'en ai parlé avec des gens, tous les préparatifs du génocide, j'ai vu les armes, je suis allée au Rwanda, j'allais 6 fois par an au Rwanda, avant 94, d'abord parce que je ne pouvais plus aller au Zaïre, Mobutu m'avait interdit, donc je dis bon, si c'est comme ça, j'irai au Rwanda, et j'allais au Rwanda vraiment à toute occasion. J'ai vu les armes qui circulaient, les armes qu'on distribuait aux gens, les machettes, etc. Les préparatifs du génocide, je les ai vus. J'ai vu des militaires français dans les forêts de Nyungwe qui formaient des commandos rwandais de l'armée d'Habyarimana. Je suis arrivée à Kigali dans les 2 jours qui ont suivi l'abattage de l'avion. J'ai vu encore les traces de l'avion dans le jardin d'Habyarimana. J'ai enregistré des témoignages précis, j'en ai parlé dans mes bouquins et tout ça, c'est que, comme quoi l'opération technique d'abattre un avion qui est en phase d'atterrissage est tellement compliqué, difficile, etc. Il faut tirer 2 fois et que ça, c'est une opération tellement difficile que aucun opérateur africain, rwandais, congolais ou n'importe quoi ne sait faire ça. Il faut des techniciens de pointe qui sont des blancs, qui sont des ce sont des blancs qui ont abattu cet avion. Ça n'a rien à voir avec des blancs qui ont abattu cet avion. Vous donnez raison à Menguin qui parle des discours des Falcons. Des blancs qui ont abattu cet avion. Et je connais des gens qui ont vu ces blancs dans des cafés de Kigali et qui ont dit, ah tiens, vous étiez ici avant en mission. C'est qui? C'est des Français? C'est des Belges? C'est des Français? Des Français. Qui étaient présents avec l'opération turquoise dans non. Des Belges qui vivaient à Kigali, qui connaissaient, parce que c'était une petite ville, hein, tout le monde voyait un peu, qui se connaissait. Et qui ont dit, tiens, vous étiez en mission, comme dans la coopération militaire, vous n'êtes plus là, et maintenant vous êtes revenu en mars 94, vous êtes revenu et tout. Et les gars ont dit, oui, mais on est ici pour une mission de courte durée. Hein, bon. On est fin mars. Et le 6 avril, l'avion est abattu. Et moi, je dis, mais je n'ai pas de preuves, je ne peux pas vous le démontrer. Ces gens-là, ils avaient une mission de courte durée, oui. Donc c'est faux d'accuser Paul Kagame, d'accuser l'APR d'avoir abattu cet avion. C'est pas eux. C'est pas eux, c'est les Français. C'est les Français parce qu'Habyarimana avait signé les accords d'Arusha. Il avait trahi son camp, si vous voulez. Il avait cédé. Et donc, il fallait qu'il parte. Colette Bratman, merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci pour cette longue interview que vous nous avez donnée. Ça a été un honneur et un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Grand merci de nous avoir reçus ici. Mais merci à vous aussi. Voilà. Madame, Monsieur, cette émission est terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était Madame Colette Bratman, journaliste célèbre et connaisseur, justement, de la région des Grands Lacs et de la République démocratique du Congo. Si vous avez aimé cette émission, dites grand merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Docta était de l'autre côté, notre ami de tous les temps et de tous les jours. Jason était également présent. Allez, maître qui me regarde quelque part, mon assistant, je vais pas, voilà. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Je vous retrouve prochainement sur cette chaîne. À la prochaine. Merci.